Ouvre la salle. Alors, bon matin tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde en ligne aussi. Est-ce qu'on a bien les gens en ligne en ce moment? Parfait, merci beaucoup. Bon matin, bienvenue à l'Université Laval pour ceux qui sont en présentiel, bienvenue à ceux qui sont en ligne également. Donc, bienvenue au colloque des pratiques durables et circulaires dans le domaine de la santé, donc qui est présenté dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, qui fêtent cette année leur 40e anniversaire. Donc, ça nous fait plaisir d'être là ce matin. C'est vraiment un plaisir parce que, en fait, les entretiens Jacques Cartier visent à faire des entretiens, des discussions autour de thématiques et de problématiques France-Québec. Donc, on a le plaisir d'accueillir des gens de France ici aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de co-animer cette rencontre-là également avec Michel Mongeau et Nadic Dubruc, donc enseignante chercheuse à l'École des mines de Saint-Étienne, donc pour animer cet atelier. Je m'appelle personnellement Marc Journeau, donc je suis responsable du Centre de recherche en économie, en développement durable de l'économie, responsable du Centre de recherche en comptabilité, responsable du Centre de recherche en comptabilité du développement durable, problèmes techniques, et co-titulaire du réseau de recherche en économie circulaire du Québec, qui ont aussi le plaisir de vous présenter le colloque d'aujourd'hui. Donc, on vous a préparé un programme, je pense, intéressant. Aujourd'hui, on aura plusieurs éléments qu'on va parcourir. Donc, on va commencer plus classiquement avec des présentations. Donc, Michel et Nadine vont nous parler plus spécifiquement de la collaboration recherche et pratique dans le domaine de l'économie circulaire et de la santé, bien sûr. Et par la suite, je vous présenterai un retour d'expérience plus spécifique dans ce genre de collaboration recherche pratique-là dans le domaine de la santé. Et ensuite, on va enchaîner avec des panélistes, une table ronde pour parler de témoignages et d'enjeux qu'on vit dans la durabilité et la circularité, toujours dans le domaine de la santé. Et ensuite, on va faire travailler nos neurones un petit peu. On va s'activer autour d'un atelier de co-construction créatif, autant en ligne qu'en présentiel. Question d'aller susciter vos idées sur les solutions potentielles qu'on pourrait apporter, sur des changements structurants qu'on pourrait apporter dans le domaine de la santé, toujours dans cette optique de le rendre plus durable et plus circulaire. Donc voilà pour le plan de match de ce matin. Donc sans plus tarder, on va débuter. Question de garder le rythme et la forme pour l'horaire. Donc j'invite Michel Mongeau et Nadine Dubruc à venir nous parler de la collaboration recherche-praticien pour favoriser les pratiques d'économie circulaire dans le domaine de la santé. Bonne matinée. Merci Marc. Donc, sans plus tarder, nous, on va se présenter un petit peu parce que Marc nous a introduit, mais on va revenir un petit peu sur qui on est. Donc, moi, je suis Michel Mongeau. Je suis enseignante-chercheur en économie et spécialisée en économie de l'innovation, donc au sein de Mines Saint-Étienne. En fait, je m'intéresse à la question de l'innovation, mais dans une perspective de développement durable. Bonjour, donc moi je suis Nadine Dubruc. C'est quel côté comme ça? Donc je suis enseignant-chercheur moi en management des organisations. Je m'intéresse plus particulièrement à ce qui peut produire des changements et ce qui fait évoluer les organisations, notamment des choses comme la servicisation, des choses comme l'intégration de la logique de parcours dans le domaine de la santé et aussi comment l'économie circulaire peut faire évoluer les organisations et notamment sur les pratiques de RH. Voilà, donc à partir de ces éléments-là et de ce que l'on a déjà travaillé, on va vous faire part d'un état des lieux sur de la recherche sur l'économie circulaire dans la santé. Alors, effectivement, nous, on avait envie de démarrer en fait cette conférence avec des discussions autour des collaborations possibles entre les chercheurs et les praticiens qui travaillent dans le domaine de la santé. Pour démarrer ces échanges-là, on avait envie de revenir sur des éléments de contexte qui concernent le secteur de la santé pour pouvoir discuter des possibilités en termes de circularité dans le secteur. Alors, le secteur de la santé, il faut savoir que le secteur fait face à de nombreux défis, que ce soit des défis en termes économiques, mais aussi des défis environnementaux. Il faut savoir que dans le secteur de la santé, ce secteur-là, il voit une augmentation assez significative des dépenses, puisque en France, par exemple, le secteur enregistre des dépenses de santé autour de 313 milliards d'euros, ce qui représente près de 11,9% du PIB. Au Canada, on est autour de 11,2% de dépenses de santé.
Deuxièmement, on est sur un secteur qui a une empreinte environnementale assez importante, puisque le secteur émet près de 4% des émissions de CO2. En France, on est autour de 8% d'émissions de CO2. Et parallèlement à ça, vous avez aussi une adoption assez massive de dispositifs médicaux à usage unique, qui a pour effet d'amplifier en fait les déchets médicaux dans le secteur. Et donc, au regard de tous ces éléments, de tous ces défis qu'enregistre le secteur, on peut se poser la question de la nécessité de circulariser en fait les pratiques, dans le secteur de la santé. Donc ça signifie quoi? Ça signifie en fait de sortir de cette logique un peu linéaire qui consiste à produire, consommer et jeter pour aller vers un système économique qui va raisonner en boucle et qui va favoriser la réutilisation, le recyclage, le reconditionnement. Et donc, circulariser dans le secteur de la santé, l'économie circulaire, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui résonne en boucle et dans lequel on va retrouver des principes comme l'approvisionnement durable, comme l'éco-conception, comme l'écologie industrielle, comme l'économie de la fonctionnalité, comme la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage des produits, ou encore l'amélioration et la gestion et le recyclage des déchets. Voilà ce que c'est que l'économie circulaire. Alors, on peut se demander finalement comment est-ce que les acteurs de la santé peuvent s'approprier les pratiques circulaires. Donc on peut se demander comment est-ce que les acteurs de la santé peuvent s'approprier les pratiques d'économie circulaire. Et pour ça, dans l'idéal, il faudrait en fait mettre en place des dispositifs qui permettraient des échanges entre des chercheurs et des praticiens qui travaillent dans le secteur. Et donc nous, on est allé voir un peu du côté de la recherche pour voir un peu l'état de la recherche sur l'économie circulaire dans la santé. Et en fait, quand on regarde un peu l'état de l'art en matière d'économie circulaire dans la santé, on se rend compte qu'il y a effectivement un intérêt pour cette thématique-là, d'économie circulaire dans la santé, que c'est un intérêt qui est plutôt pluridisciplinaire. On retrouve des recherches en fait dans différents champs disciplinaires, même si on voit que cette recherche, elle est plutôt orientée, elle est plutôt appropriée par les chercheurs en sciences de l'environnement et en ingénierie, et un peu moins dans les recherches en médecine et en économie. Alors maintenant, sur quelle thématique quelles sont les problématiques qui sont abordées sur l'économie circulaire dans la santé? En fait, vous avez une recherche qui a été faite et qui est assez intéressante sur un état de l'art de l'économie circulaire dans la santé, et on voit en fait qu'il y a différentes thématiques qui reviennent régulièrement dans cette thématique de recherche. Vous avez donc 4 thématiques clés qui reviennent, donc l'économie circulaire qui forme un cluster et qui est associée à des thématiques comme la gestion des déchets plastiques, comme la gestion des déchets de soins de santé et la durabilité. Et en fait, ces thématiques-là sont eux-mêmes reliées en fait à différents mots-clés qui permettent en fait d'associer en fait les problématiques qui sont liées dans ces secteurs-là. Par exemple, si vous regardez sur la gestion des déchets de soins de santé, vous avez des mots-clés comme la Covid-19 qui reviennent, ou encore la blockchain, ce qui permet de voir en fait que la question de la gestion des risques, de la traçabilité, sont des problématiques qui reviennent de façon récurrente dans le secteur. On peut regarder par la même occasion pour la problématique de la réutilisation. On voit en fait que la réutilisation, on le retrouve en fait pour les salles d'opération ou encore sur des analyses de coûts, qui sont des mots-clés qui reviennent aussi sur cette thématique-là. On peut faire le même exercice sur la durabilité dans la santé avec les mots-clés comme éducation ou encore modèle d'affaires. Et puis on pourrait toujours continuer sur la question du numérique, par exemple, où on voit des mots-clés comme l'Internet des objets, l'industrie 4.0, qui sont eux-mêmes rattachés à des problématiques comme la durabilité des chaînes d'approvisionnement ou la corporate social responsibility, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Et puis je termine juste sur les technologies plus propres qui eux-mêmes vont être liées à la durabilité. Et donc, au final, on voit qu'il y a une littérature qui s'approprie ce sujet de l'économie circulaire dans la santé, que dans cette littérature-là, il y a en fait des pratiques qui sont adoptées par les acteurs de la santé. On peut les catégoriser autour de 4 types de pratiques. Donc, vous avez premièrement un peu moins de la moitié des pratiques qui vont être orientées sur la fin de vie des produits, donc qui vont être associées au recyclage, au reconditionnement. Et puis après, vous avez 25% des pratiques qui seront plutôt associées à l'éco-conception, c'est-à-dire que les praticiens vont plutôt adopter des produits qui vont être éco-conçus pour minimiser l'empreinte environnementale. Et puis vous avez 20% de ces pratiques qui seront plutôt orientées sur l'adoption de technologies plus propres qui vont permettre de minimiser l'empreinte environnementale.
Et puis, vous aurez 8% de ces pratiques qui vont être plutôt associées à des collaborations avec des acteurs de la santé. Et donc, au regard de toutes ces pratiques, si on met ça en perspective, en fait, avec les objectifs de développement durable, on peut dire clairement que, bah oui, les pratiques qui sont adoptées dans le secteur de la santé permettent de répondre à l'objectif 3 de développement durable, qui permet de répondre à l'objectif de bonne santé et de bien-être, mais l'ensemble de ces pratiques permettent également de répondre à l'objectif 9 et à l'objectif 12, qui sont associés à l'innovation et au mode de consommation et de développement durable. Alors, et de production durable. Alors, ok, on voit qu'il y a des pratiques qui se développent dans le secteur, que ces pratiques sont associées à la phase de fin de vie des produits et à la phase amont des produits, donc plutôt à l'éco-conception, mais il faut quand même être assez prudent, ces pratiques restent encore marginales, et pour développer, généraliser ces pratiques, il faut en fait développer des innovations. Développer des innovations dans la production industrielle, développer des innovations dans la manière dont ces produits peuvent être utilisés par les consommateurs, et puis des innovations aussi dans la législation et la manière dont on peut développer de la réglementation. Et donc ces innovations ne sont pas que technologiques. Alors, disons que ça passe par des innovations technologiques, mais effectivement, ce que l'on s'est dit après, ce que l'on a essayé de réfléchir, c'est de se dire finalement pourquoi, alors pas pourquoi c'est si peu développé, parce que ça nous emmènerait trop loin sur le champ de la santé, mais qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les conditions finalement qu'il faut pour développer les pratiques de l'économie circulaire. Alors en fait, on s'est dit finalement, qu'est-ce que c'est qu'adopter des pratiques d'économie circulaire? C'est adopter une innovation. Quand on regarde ce on sait sur l'innovation, on sait qu'en fait, il y a 3 phases, 3 éléments clés dans l'innovation. C'est d'abord, il y a toute une partie d'incitation à l'innovation qui est quasi nécessaire. C'est-à-dire que, en fait, il peut y avoir une construction descendante. On met des lois, on fait des appels à projets, et ça va inciter finalement les acteurs qui sont intéressés par ces lois, qui sont intéressés par ces appels à projets, à faire évoluer leurs pratiques. Il peut y avoir aussi une construction ascendante, c'est-à-dire en fait, et c'est, vous verrez tout à l'heure avec les panélistes, finalement c'est parfois ce qui arrive aussi, c'est-à-dire qu'on a une volonté de quelqu'un qui dans un secteur, à un endroit, dit c'est pas normal, on pourrait faire mieux sur ces éléments-là, et va initier finalement une innovation, et on va avoir une innovation qui va se construire comme ça de manière ascendante. Après, bon, on a répondu à un appel à projet, on a une loi qui nous incite à faire, ou on est une association et on pousse à faire évoluer les pratiques. Et c'est pas parce qu'on a trouvé qu'il fallait faire évoluer les pratiques que ça va le faire. En fait, après, ce qu'il faut, c'est qu'il y a toute une part qui va être liée, tout un temps qui va être dédié à comment on s'approprie l'innovation. Et là, l'innovation, on voit que c'est pas que l'affaire de la direction. Bien sûr, il faut que ça parte de la direction, ou il faut que ça parte, ou en tout cas, il faut que la direction soit impliquée dedans. Il faut qu'il y ait les équipes qui sont concernées par l'innovation, qui soient aussi à un moment donné impliquées à différents moments pour voir comment faire, ce que ça va leur apporter, comment ils vont pouvoir s'approprier ces éléments-là. Et puis, ok, au niveau des équipes, mais aussi au niveau de chacun. Et ça, quand on regarde tout ce qui peut être dit sur l'appropriation de l'innovation, ça ne se fait pas parce qu'on dit, voilà, on s'est réunis, on a dit qu'il allait falloir faire comme ça, et ça va se faire. Non, en fait, on se rend compte que l'innovation, c'est un réel apprentissage, et que cet apprentissage, il va passer par des discussions, des confrontations et voire des conflits. Et quand on dit conflit, ça veut dire effectivement des possibilités à des moments de dire oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, oui, mais on pourrait faire comme ça, ah oui, ok, je comprends mieux ce que tu veux dire, donc ouais, pourquoi pas, tu as peut-être raison, et c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement arriver à faire cette deuxième phase d'appropriation de l'innovation. Et à ce moment-là, on pourra passer à la troisième phase, ou on pourra parler de la troisième phase, qui sera finalement une innovation institutionnalisée, où là, on aura une nouvelle forme qui sera définie, une nouvelle pratique qui sera intégrée dans une organisation, et où finalement c'est incorporé dans l'existant, et à la limite on se rappelle même plus comment on y est arrivé au bout d'un moment. Mais on voit bien que si on veut aller trop vite vers l'institutionnalisation, et si on passe un peu trop, en fait, on va institutionnaliser quelque chose qui, finalement, sera écrit quelque part, sera peut-être, effectivement, on aura peut-être un mode opératoire qui aura été défini, mais finalement qui ne sera jamais suivi parce qu'on n'aura pas eu toutes les phases précédentes.
Donc ça, c'est important. Alors après, c'est vrai qu'ils sont mis comme ça de manière linéaire. Je pense que quand même, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Et les phases, elles peuvent se chevaucher, bien évidemment. Alors, quand on regarde aussi, finalement, ce que c'est une innovation, c'est un changement. Et quand on regarde en psychologie du développement, en psychologie de l'apprentissage, et les sociologues aussi, eh bien, ils ont fait apparaître finalement que le changement, c'était un construit qui se faisait à partir de systèmes d'activité. Hein, en sachant qu'un système d'activité tel que défini dans ces théories-là, en fait, c'est qu'on va avoir un groupe ou un individu qui va avoir un but, qui sera peut-être de réaliser complètement son métier et de le faire de manière très, très propre et avec beaucoup de qualité. Okay, il va faire ça en lien avec des lois, il va faire ça en lien avec un collectif, il va faire ça en lien avec des artefacts, des éléments qui vont lui servir pour le faire, et ça va constituer son système d'activité. Donc finalement, quand on regarde l'idée d'intégrer l'économie circulaire dans une organisation, eh bien en fait, c'est avant tout l'idée d'intégrer, de faire participer et de coordonner ces différents systèmes d'activité. En fait. Donc là, on a identifié certains systèmes d'activité. Alors, je ne vois pas pourquoi celui-là, il y en a un qui apparaît pas. Bon, ben non, il y en a un qui apparaît pas. Donc, voilà. Donc là, on a identifié le responsable des achats, l'équipe soignante, les médecins, par exemple. On aurait pu mettre la direction de l'hôpital, par exemple, là, ou les infirmières. En fait, tout groupe social ou tout individu, parce qu'on peut raisonner à différents niveaux en termes d'échelle par rapport à ça, eh bien, à un moment donné, vont avoir à discuter de cette économie circulaire et vont avoir à... Là, les éléments représentent ce que je disais tout à l'heure, les controverses, les éléments de discussion, les oppositions qu'on peut avoir et où là, on va discuter et où on va se mettre d'accord. Un responsable d'achat, il va avoir un but par rapport à éventuellement le traitement des déchets. L'équipe soignante aura peut-être un autre but, les médecins un autre but. L'idée étant pas de dire qu'il y a un but meilleur que l'autre, mais à un moment donné, si on parle de, par exemple, le traitement de certains types de déchets, qu'on se dise, si on veut aller vers plus de prise en compte des enjeux climatiques dans le traitement de ces déchets-là, qu'est-ce qu'on fait et comment on se met d'accord sur ces éléments-là? Et ça, en fait, ce qu'on dit, c'est que ça ne se fait pas tout seul non plus. Ça va se faire par des objets frontières. Et donc là, les objets frontières, ça veut dire qu'il va y avoir des documents, il va y avoir des procédures, il va y avoir des éléments qui peuvent être écrits, qui vont servir à communiquer entre les différents systèmes d'activité pour arriver à faire évoluer et à faire aller vers un objectif commun. Donc ça peut être une charte de bonne pratique, ça peut être un nouveau règlement intérieur qui permet ça peut être un compte-rendu de réunion qui acte qu'à telle date, ça va se faire comme ça peut être un tout petit document qui prendra une place importante et qui servira effectivement de dire « Ah ben, regardez, on s'est mis d'accord à un moment donné pour aller dans ce sens-là ». Mais bien évidemment, on sait bien que parfois, les documents ne suffisent pas. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des personnes frontières. Et c'est là qu'on voit que le rôle de personnes qui sont convaincues, que le rôle de personnes qui trouvent un intérêt supérieur à faire évoluer les pratiques vont constituer les personnes frontières qui vont être aux frontières de ces différents systèmes d'activité et vont permettre de faire les traducteurs, et vont être les traducteurs pour arriver à faire comprendre dans chaque système d'activité l'intérêt finalement de faire progresser ces pratiques. Voilà. Donc, la mise en visibilité des contradictions, c'est ça qui va permettre le développement. Et le problème, c'est que souvent, et notamment dans le milieu du travail, eh bien, les contradictions, c'est pas ce qui est le plus tendance. Hein. On essaye au contraire de faire le moins de contradictions possible. Voilà. Alors que quand on se dit qu'on veut faire un apprentissage dans une organisation, eh bien, ça passe par ces éléments-là. Alors, contradiction, ça ne veut pas dire qu'on s'écharpe, ça ne veut pas dire on peut aussi échanger, ne pas être d'accord et arriver à le faire, tout en mettant en parallèle les différents éléments. Alors, juste pour terminer, un petit exemple, comment on a fait dans un dispositif. Donc, nous, en France, il y a un système qui a été mis en place dans les structures de santé, et notamment les structures médico-sociales, qui était la logique de parcours.
Alors, c'est vrai aussi dans les hôpitaux, mais moi, celle que je connais, c'est par rapport aux structures médico-sociales. Donc, par exemple, un foyer d'accueil médicalisé qui accueille une personne en situation de handicap. L'idée, c'est pas de dire je l'accueille, maintenant elle est là et puis on va s'en occuper, mais c'est de dire ben, cette personne-là, elle a un parcours, elle a une logique individuelle et l'idée, c'est de lui offrir les possibilités tout au long de sa vie d'assurer son pouvoir d'agir et qui elle est. Et donc, cette logique de parcours, elle a été instituée par une loi. Ensuite, elle a été descendue par les ARS dans un référentiel de compétences. Et à un moment donné, eh bien, l'ARS a eu la bonne idée de faire appel à nous, pour nous chercheurs, pour dire, ben voilà, on aimerait utiliser des gens qui, dans la recherche, viendraient nous accompagner à voir comment on peut faire évoluer les structures dans la logique de, parce qu'ils avaient fait le référentiel de bonne pratique, tout y était, sauf qu'ils se rendaient compte que ça patinait un peu, qu'il y avait même un peu de réticence dans certaines structures. Donc, en fait, on a participé à modéliser un modèle d'évolution des pratiques. Et en fait, ce qu'on avait proposé, c'était d'abord de faire l'analyse des documents, comprendre quelle était la structure, ensuite de faire des entretiens avec les équipes de direction, les représentants du personnel, des métiers clés, et ensuite de faire par groupe avec les personnes, les personnels et tous les métiers, de l'assistante médicale à l'infirmier, à l'éducateur, au veilleur de nuit, enfin voilà. Et on a fait un diagnostic par structure en lien avec le référentiel. Donc on l'avait fait de manière très ludique, qui donnait finalement, qui montrait déjà que en fait cette logique de parcours, ils y étaient déjà dedans. Il y avait des tas de choses qu'ils faisaient. Et effectivement, il y avait des choses qui pouvaient être améliorées. Et ça donnait lieu à un document de synthèse. Et ensuite, l'accompagnement était proposé à partir du diagnostic. Il y avait un déploiement des pistes d'accompagnement qui, bien évidemment, quand on là, celles qui sont mentionnées, c'est celles qui étaient les plus courantes, qui revenaient les plus récurrentes, on va dire, dans toutes les structures. Donc, l'accueil interdisciplinaire de l'usager, qu'est-ce que le référent de parcours, l'accompagnement à la sortie, la notion du pouvoir d'agir. Et en fait, après, il y avait des formations spécialisées par structure autour de ces éléments-là, qui étaient faites, non pas toutes celles-là, mais celles qui étaient intéressantes par rapport au diagnostic. Et c'est comme ce dispositif-là, on l'a modélisé à partir de 20 structures et ensuite il a été appliqué de manière un peu plus, j'allais dire, formatée et par des organismes de formation sur 2 ans suivants sur une cinquantaine de structures. Voilà. Donc, en fait, ce que l'on voulait aussi dire, c'est que finalement, si on considère l'économie circulaire comme un dispositif d'innovation ou qui nécessite de l'apprentissage dans les organisations, eh bien, nous, chercheurs, ce que l'on peut proposer, ce qui peut être fait avec nous sur ces thématiques-là, ça peut être des projets de recherche en direct, tels que Marc va vous en expliquer quelques-uns. Ça peut être fait avec un doctorant. Donc là, on est sur une période de doctorat de 3 ans avec des dispositifs CIFRE comme dans le système français, ou alors à l'intérieur de projets européens, donc avec plus de structures de chercheurs de différents pays, et ça peut permettre effectivement de faire évoluer les pratiques. Voilà ce qu'on avait à vous dire, nous, sur ces éléments de la recherche, le lien entre, finalement, qu'est-ce qui a été fait en recherche sur l'économie circulaire, comment on peut appréhender la recherche comme un système d'innovation et d'apprentissage, l'économie circulaire comme un système d'innovation et d'apprentissage. Et puis, on va voir maintenant un peu plus concrètement ce qui va se faire dans les structures. Avant ça, on va vous laisser la possibilité de poser 1 ou 2 questions. Hein, c'est ça ? Donc, je ne sais pas, ceux qui sont en ligne, si vous avez tout entendu, si vous voulez poser des questions. On t'a pas encore brisé la glace. En ligne, il n'y a pas de questions? Alors, écoutez, on va tranquillement continuer. Les questions viendront peut-être après la présentation de Marc. Donc là, nous, on est parti un peu effectivement de la recherche. Maintenant, on va continuer sur la recherche, mais en action. Voilà. Je te cherche. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Alors, merci Michel et Nadine pour la présentation. Donc, c'était une mise en bouche sur la relation recherche et pratique. Et donc, on va rendre ça maintenant concret avec un projet de recherche que j'ai eu le plaisir de réaliser avec toute une équipe. Réaliser serait le bien grand mot. Diriger, je dirais plutôt, parce que réaliser, vous allez voir qu'il y avait toute une équipe derrière ce projet-là. Donc, j'hésitais entre présenter plusieurs projets et en présenter un. Je préférais peut-être présenter un projet plus structurant qui va peut-être amener aussi l'information intéressante sur la suite de nos discussions aujourd'hui.
Donc, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle l'analyse des flux de matière en milieu hospitalier, un projet que nous avons lancé en 2023. Et donc, la prémisse de base était que nous avons eu des discussions avec le domaine de la santé en amont de ce projet, dans lesquelles on réalisait rapidement que pour pouvoir envisager de mettre en œuvre des solutions dans le domaine de la santé, ça nous prendrait de l'information, de la donnée. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette information et cette donnée-là étaient plus ou moins existantes et qu'on manquait un peu de substance pour pouvoir aller plus loin dans nos réflexions. De là, l'idée de ce projet de recherche-là, qui était en fait d'aller chercher de la donnée sur la consommation de matière, donc de réaliser un état des lieux de la consommation de matière dans un centre hospitalier, dans un hôpital. Bon, l'ambition de base au départ, c'est de faire l'hôpital au complet. On s'est rendu rapidement compte que ça serait plus ou moins réaliste parce qu'on aurait fait cette présentation-là en 2030, donc on préférait le faire plus rapidement. Mais donc, on a quand même sélectionné finalement ce qui était réaliste, mais aussi représentatif de la consommation de matière dans un centre hospitalier. Donc, on s'est arrêté au bloc opératoire et à la chirurgie. Donc, lorsque les patients post-opératoires restent à l'hôpital quelques jours, par exemple, quelques nuits. Donc, ça représente environ 30 à 40 de tous les consommables, donc de toute la consommation de matière qui est effectuée dans un hôpital. Donc, on jugeait que c'était relativement représentatif tout de même. Donc, notre mandat, en fait, de ce projet-là, un projet d'envergure, était en 3 étapes. Donc, première étape, de réaliser une revue de la littérature sur ce qui s'est dit sur la consommation et le rejet de la matière dans le système de santé. Donc, une revue de littérature qui va être rendue publique là, très, très prochainement, qui a été faite sur de nombreux mois, de nombreuses heures de travail, pour essayer de recenser ce que la science a dit, mais ce que aussi la pratique a fait jusqu'à maintenant. On n'a pas la prétention d'avoir tout vu, mais disons que ça dresse un bon portrait. Et dans un deuxième temps, on a réalisé donc une analyse de flux de matière dans un centre hospitalier au Québec, donc comme je le disais, sur le bloc opératoire de la chirurgie. Et donc, on vient de terminer cette phase-là. Et la phase 2 qui s'en vient, donc pour la suite, ça va être de réaliser une analyse de flux de matière sur certains items spécifiques, 6 matières critiques, mais pour l'ensemble de l'hôpital, pour voir est-ce qu'il y a des différences en tant que telles en termes de consommation-rejet pour ces matières-là, mais pour l'ensemble des unités de soins d'un centre hospitalier. Donc, évidemment, aujourd'hui, je vais vous présenter davantage la phase 1, bien sûr, donc sur la réalisation de l'AFM sur 2 unités de soins. Donc, on a commencé ce travail-là en février 2023. La phase 1 vient de se terminer, comme je l'avais dit. On s'est doté d'une grosse équipe de gouvernance, donc un comité de gestion pour réaliser le day-to-day du projet, un comité externe pour avoir une expertise que nous n'avions pas, parce que tantôt, comme j'essaie de vous dire, je suis comptable de formation, je suis professeur ici à l'Université Laval à l'école de comptabilité, et donc je ne connais pas grand-chose en termes de soins hospitaliers, donc on avait besoin d'avoir une expertise de personnel soignant, d'administrateurs, etc., du domaine de la santé pour s'assurer que ce qu'on allait sortir comme données était adéquat et réaliste. Et on avait un comité, évidemment, aviseur qui étaient les représentants de nos ministères qui ont financé et supporté ce projet. Donc, je remercie d'ailleurs le ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques et forêts et les parcs, c'est toujours très court à dire. Le MLCCFP qui a financé ce projet, qui a permis de rendre possible ce projet d'envergure et que je dois dire humblement qui a été le plus important projet d'analyse de flux de matière au monde actuellement dans le domaine de la santé. Donc, je l'ai dit parce que l'équipe a travaillé très, très fort pour le faire. Donc, moi, je ne suis que le metteur en scène, donc toute une équipe derrière moi, comme je l'ai dit. Donc, je les remercie vraiment sincèrement pour tout ce travail-là. Et au-delà de ces coordonnateurs-là, il y a eu aussi énormément d'étudiants, dont certains sont ici aujourd'hui, qui ont aussi mis la main à la pâte dans ce projet. Donc, qu'est-ce qu'une analyse de flux de matière? Rapidement, l'idée, c'est tout simplement de savoir qu'est-ce qui circule dans un système, donc qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et surtout, comment c'est consommé au sein d'un système, dans ce cas-ci, un centre hospitalier, et plus spécifiquement, le bloc opératoire et la chirurgie. Donc, je vous épargne les détails méthodologiques. On va rentrer le plus rapidement possible dans le vif du sujet, puisque présenter ceci en 20 minutes, c'est un bon défi. Donc, la première étape était de voir qu'est-ce qui rentrait dans notre système, dans notre chirurgie et bloc opératoire. Donc, on a fait une caractérisation des intrants, ce qui est assez particulier, parce que généralement, on parle de ceux qui sont familiers avec l'environnement, on parle souvent de caractérisation des extrants. Nous, on trouvait que la donnée des intrants était beaucoup plus intéressante que celle des extrants, même si on a fait une caractérisation des extrants, bien sûr. Donc, on est allé directement à l'entrepôt où on fait la gestion et l'entreposage du matériel médical et nous avons déballé un à un chacun des items qu'on voulait caractériser, dans lesquels on a
comme on peut le voir sur cette photo ici, identifier les matières composantes de chacun des items et chacun des emballages. Et malheureusement, des fois, on se rendait à 4 emballages pour un item. Donc, on a caractérisé tout ça et puis on a pris des photos aussi pour tout ça, pour garder, bien sûr, une traçabilité. Donc, on a caractérisé 1322 items différents qui représentent 97% du volume consommé par ces 2 unités de soins-là dans l'hôpital que nous avons regardé. Et je vous ai mis le pedigree du monde impliqué, du nombre d'heures travaillées pour faire cette caractérisation-là. Quelques dizaines d'heures. Ensuite, le résultat de cette première étape de ce qui rentre, finalement, ce qui nous intéresse, c'est le poids total, donc la colonne qui est l'avant-dernière colonne, 119 000 kilos, donc 119 tonnes de matière est consommée annuellement dans ces 2 unités de soins-là. Donc, je rappelle que c'est un hôpital, c'est 2 unités de soins, 120 tonnes, 119 tonnes. On peut extrapoler sur le domaine de la santé complètement, donc c'est assez énorme. Et on remarque bien sûr que le bloc consomme une grande proportion de cette quantité de matière. On remarque aussi qu'il y a des emballages, je vais revenir sur la notion d'emballage, donc emballage 1, 2 et 3, et même 4. Donc le 4 est à venir, donc tout ce qui est emballage de transport. On n'a pas encore tout à fait les données, mais bref, on voit là, la quantité que nous avons. Si on extrapole ces données-là en type de matière, plastique, papier, textile, bon, sans surprise, le plastique est dominant, donc 57% de la matière ce sont des plastiques. Ici, on vous épargne les détails, mais nous avons tous les types de plastique, on a 3, 4, 5, 6, 7, on a tous les types de carton, etc. Donc, on a vraiment tout le détail. Si on regarde un peu plus attentivement les données, bon, ce qu'on peut retirer premièrement, c'est que l'emballage représente à peu près 19% du poids total de l'ensemble des matières. Donc, grosso modo, on a une perte de matière de près de 19 à 20% par temps, parce que c'est l'emballage qu'on n'utilise pas pour faire des soins, bien sûr. Si on va un petit peu plus loin, et on a fait une analyse sur le poids total de matière, donc on a 80 tonnes de matière, puis on a du liquide, peut-être que je ne l'ai pas mentionné, mais on a 39 000 kilos, donc 39 tonnes de liquide aussi dans ces matières-là. Donc, dans les 80 tonnes de matière brute que nous avions, on a fait une analyse et on peut faire ressortir qu'il y a à peu près 74% de cette matière-là qui serait potentiellement recyclable. Évidemment, si on avait les infrastructures et les filières de récupération pour le faire, et si aussi les conditions sont réunies, c'est-à-dire que si, par exemple, les matières ne sont pas contaminées par des additifs, par exemple, ou d'autres composantes multicouches qui font en sorte qu'on n'est pas capable de les recycler. Mais il y a un potentiel quand même de recyclabilité de 74%, ce qui est encourageant. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça. Maintenant, autre constat qu'on a fait assez rapidement, en déballant toutes les boîtes, à chaque boîte, nous avions des manuels d'instruction. On a fait les calculs et donc dans les emballages papier que nous avions, sur à peu près les 6 tonnes d'emballage papier que nous avions, il y avait 2 tonnes qui sont des manuels d'instruction. Et on a demandé des médecins à savoir s'ils lisaient les manuels d'instruction ou des infirmières et la réponse était non, finalement. Donc, il faut se demander pourquoi il y a ces manuels d'instruction-là dans les emballages. Je pose la question. Voilà. Ensuite, si on regarde, donc on ne s'est pas arrêté à une caractérisation par matière, mais aussi par type d'intrant. Donc, ici, je vous présente un certain nombre de types d'intrants. Il y en a beaucoup plus que cela. On a mis les principaux. Donc, sans surprise, ce qu'on consomme le plus, ce sont des gants. Ensuite, des jaquettes et des champs stériles, des agrafeuses et accessoires. Donc, c'est des grosses agrafeuses qu'on utilise en chirurgie. Du papier, encore aujourd'hui, à l'ère numérique. Des pansements, des produits de désinfection, etc., etc. Donc, 18 tonnes, par exemple, de consommation de gants par année pour ces 2 unités de soins-là pour un hôpital. Et des gants, c'est léger, hein, juste pour vous dire. C'est pas très lourd. Et dans ce cas-ci, pour des gants, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 33% de la matière ce sont des emballages. Donc, évidemment, l'emballage est plus lourd que des gants. Et donc, on a beaucoup d'emballages pour finalement un poids de gants un peu moins grand. Si on ramène ces données-là, qui fait beaucoup de données, par type d'intervention chirurgicale ou par patient par jour, lorsqu'on ramène ça donc par unité, au bloc et en chirurgie, donc on constate qu'au bloc, par exemple, pour faire une chirurgie pour un patient, ça consomme 8 kg de matière. Et pour un patient qui passe une journée en post-chirurgie à l'hôpital, on consomme en moyenne presque 4 kg de matière par jour pour ce patient. Et un certain nombre d'emballages, bien sûr. Maintenant, si on va à l'autre bout de la chaîne et on s'intéresse aux extrants, parce que ce qui rentre ne ressort pas nécessairement, pour toutes sortes de raisons, et il y a des extrants qui n'étaient pas là dans les intrants. Je vous épargne les détails, mais on peut comprendre.
Donc, on a fait une caractérisation des extrants et ça a été honnêtement incroyable parce qu'on a eu une équipe incroyable pour faire ce travail-là parce que c'est pas tout à fait chouette de faire une caractérisation des extrants. Donc, on a réalisé ce travail-là. Donc, encore là, 1000 heures de travail, 25 personnes impliquées pendant 2 semaines parce qu'on a fait, tant qu'à faire une caractérisation, on l'a fait robuste. Donc, 2 semaines de visibilité 24 heures sur 24 sur ces déchets-là. Et donc, ce que ça donne, donc, dans cet hôpital-là, la particularité que nous avions, c'est qu'il n'y avait pas très, très peu de recyclage. Donc, pour le bloc opératoire et la chirurgie, il n'y avait pas de recyclage en place pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est le cas partout au Québec, mais c'est le cas du centre hospitalier que nous avons étudié. Donc, beaucoup de déchets généraux, donc poubelle, sac noir en tant que tel. Biomédical, évidemment, des piquants tranchants, du papier confidentiel et des items jetés non utilisés. Ouais, c'est bien noté, items jetés non utilisés. Okay? Donc, presque 2 tonnes par année d'items jetés non utilisés. Cette catégorie-là nous a interpellé tout particulièrement. Donc, on l'a investigué, on avait mis un protocole en place pour aller chercher ces items-là, et on sait que c'est une quantité sous-estimée, parce que malgré tout le protocole qu'on a mis en place, c'est certain qu'on n'a pas pu capturer tous les items jetés non utilisés. Et donc, c'est une base de discussion, mais c'est probablement plus élevé que ça. Si on regarde par type de regroupement matière et par type d'unité de soins, donc ce qui ressort évidemment encore une fois c'est le plastique bien entendu, sans surprise. Ensuite beaucoup de carton et des emballages, donc de plastique, du textile et des matières organiques et emballages. Donc ici ce sont de la nourriture apportée par les patients ou la famille par exemple, avec les emballages qui vont avec. Donc ici on n'a pas, puisque c'était un peu difficile là, dans les déchets, de séparer tout ça, on a fait une catégorie, les deux ensemble. Maintenant, si on regarde par type d'items, donc ce qui est le plus jeté, ce sont des jaquettes et champs stériles, parce qu'on a encore beaucoup de jaquettes jetables dans ces 2 unités de soins-là, des cartons de transport, des emballages plastiques, des couches, des sacs de soluté, des gants, tubulures, etc. On retrouve à peu près les mêmes choses que les intrants, mais évidemment avec des compositions un peu différentes. Maintenant, si on regarde cette même donnée-là en fait, je vais la passer rapidement parce que c'est la même avec des données, dans le fond, juste pour illustrer les quantités. Maintenant, sur les fameux items jetés non utilisés, ça nous intéresse particulièrement. Donc, je l'avais dit tantôt, à peu près 2 tonnes de matière et surtout les coûts. Je suis comptable de formation, vous comprendrez que ça m'intéresse. Donc, 225 000 $ grosso modo par année d'items qui sont jetés non utilisés uniquement pour ces 2 unités de soins-là pour un seul hôpital. On peut extrapoler. Voilà. Donc, il y a certainement des gains d'efficience à faire là. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait complètement éliminer cela pour toutes sortes de raisons de sécurité, de santé publique, bien sûr, mais il y a certainement un effort qu'on peut aller faire là assez rapidement et peut-être réutiliser ces dollars-là pour d'autres choses, certainement. Donc, si on ramène ça par intervention chirurgicale et par patient, j'aime toujours ça. Donc, 27 $ finalement par chirurgie qu'on jette finalement aux poubelles. Et 17 sous, ça c'est un peu moins impressionnant, 17 sous par nuitée par patient pour ce qui est de la chirurgie. Qu'est-ce qu'on jette et qu'on n'utilise pas? Voici ce qu'on a trouvé. Donc, des pansements, des jaquettes, des drains, du piquant tranchant, des câbles électroniques, des agrafeuses, donc de la tubulure, donc toutes sortes d'items finalement qui se retrouvent à être jetés, non utilisés. Et ce qui est intéressant dans ce graphique-là, c'est que parfois on trouve que la quantité de matière est peu impressionnante. Je prends par exemple les pansements, c'est 122 kg par année. On pourrait dire, bon, c'est pas la fin du monde, surtout pour la tonne, la quantité qu'on consomme, mais si on met ça en dollars, on se rend compte que finalement, c'est pas banal du tout. Donc, ça vaut la peine des fois de convertir des enjeux environnementaux en dollars, et c'est la spécialité du CRCED, du Centre de recherche en comptabilité du développement durable, de faire ce travail-là de conversion d'un impact environnemental en impact économique. Si on ramène cette fameuse empreinte matière totale extrant que j'ai parlé tantôt, donc on remarque qu'il y a à peu près 2 fois plus d'extrants que d'intrants. Bon, pour les fluides corporels et autres tissus, etc., c'est pour ça que ces extrants-là sont plus importants que les intrants. Donc, à peu près 15 kg d'extrants par chirurgie et environ 2,5 kg par nuitée par patient pour la chirurgie. Je vous présente rapidement ce que ça donne une AFM pour ceux qui s'intéressent. C'est pas le plus beau 5 qu'on a jamais vu, mais c'est-à-dire qu'on est capable dans un one-pager de voir ce qui rentre, ce qui sort dans le système et de voir de quelle façon c'est consommé au sein du système. Donc très informatif là, pour pouvoir ensuite prendre des décisions
sur quoi faire. Et la particularité de notre volet recherche ici, c'est que non seulement on a fait un 5K, donc une AFM matière, qui est un classique, mais nous avons fait aussi un AFM item. Ça, c'est particulier, c'est rarement vu dans la littérature. Puis pourquoi on le fait? Ben, parce que c'est sur les items qu'on peut travailler. OK? Donc, si je vous parle de plastique comme intrant, vous allez dire, ouais, OK, mais qu'est-ce que c'est? Ben là, on est capable de savoir qu'est-ce que c'est. OK? Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est une méthodologie que nous avons développée ici au CERCEN pour réaliser spécifiquement ce travail-là. Bien évidemment, ça fera l'objet de publications scientifiques par la suite. Donc, on voit bien l'interrelation entre recherche et pratique ici. Donc, on nourrit à travers nos méthodologies la pratique, mais la pratique nourrit aussi à travers ce qu'on doit réaliser, la recherche, en faisant avancer la science et nos connaissances. Maintenant, on s'est intéressé entre les intrants et les extrants à l'utilisation de la matière. Et donc, ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'au-delà de dire ce qui rentre, ce qui sort, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au sein du système. Donc, on a toute une équipe qui a réalisé des entretiens, des observations sous la direction d'Alexandre Perron. Donc, on a réalisé 37 entretiens auprès de ces gens-là, 1000 heures de travail. Donc, c'est toujours des 1000 heures. Nous autres, on fonctionne en 1000 heures. Donc, voilà. Et donc, on essaie de voir le plus de gens possible. Et c'est un travail qui va se poursuivre dans la phase 2 d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, pour essayer de comprendre ce qui se passe et quelles sont les problématiques, les enjeux associés à cela. On était particulièrement intéressés par les enjeux, évidemment, pour voir qu'est-ce qui devait être peut-être changé dans le système. Donc, il y a quand même des choses très positives qui ont ressorti de notre travail. Il y a aussi des concepts préconçus qui ont peut-être un peu tombé aussi à travers ce travail-là. C'est intéressant d'amener ça aussi, notamment sur les rôles de responsabilité. Ça a été quelque chose de très positif. C'était très clair pour tout le monde parce que beaucoup d'intervenants dans une logistique hospitalière, tout le monde semblait très bien comprendre le rôle et la responsabilité en termes de gestion de la matière. Donc ça, c'était un point positif. Et on a remarqué aussi une bonne logistique du travail de façon générale, notamment dans l'utilisation des doubles casiers. Donc, le fait d'utiliser des doubles casiers permet, dans le fond, comme système, d'éviter d'avoir une meilleure rotation des stocks et d'éviter de la péremption d'items, qui est un gros enjeu aussi dans le domaine hospitalier. Donc, il y avait, lorsque les doubles casiers étaient utilisés, il y avait une très, très bonne rotation et donc très, très peu de péremption, de problèmes de péremption du matériel. Donc, de double casier, je vais vous montrer la photo ici. Simplement, un casier où on a la matière, puis on a une réserve derrière. Quand le premier casier est vide, on prend la réserve, on l'amène à l'avant et on commande immédiatement pour remplir la réserve. Et donc, comme ça, on s'assure qu'il y a une bonne rotation. Par contre, il y a des choses qui étaient moins évidentes. Il y a des problématiques qu'on a fait ressortir au niveau des Cardex. Donc, les Cardex, c'est en quelque sorte les recettes pour les chirurgies qui sont faites au bloc. Donc, on identifie dans ces Cardex-là tous les items qui doivent être consommés pour chacun des types de chirurgie et pour chacun des des chirurgiens ou chirurgiennes. Donc, il y a énormément de Cardex et on s'est rendu compte qu'il y avait une disparité entre le Cardex numérisé, le Cardex papier et finalement le Cardex réellement utilisé au bloc. Donc, toutes sortes de disparités qui faisaient en sorte qu'au final, on se retrouvait avec des items qu'on déballait parce qu'on pensait qu'on en avait besoin, mais finalement, on n'en avait pas besoin parce que le chirurgien disait, ben non, finalement, moi, j'utilise tel autre truc. Voilà. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour créer des enjeux. Et on s'est rendu compte que le papier, on a vu tantôt qu'il y avait énormément de papier, ben, il est induit, il est grandement consommé à cause des plans de travail qui sont encore aujourd'hui majoritairement sous forme de papier, donc physique, alors qu'on n'est pas encore tout à fait sur la numérisation de ces plans de travail-là et on consomme énormément de feuilles pour faire le suivi du dossier du patient dans son séjour à l'hôpital. Au niveau de la matière plus spécifiquement, ce qu'on remarque évidemment, c'est que beaucoup de matériel jetable, ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. On a vu une accélération depuis la pandémie et ça s'est confirmé par notre analyse de flux de matière. Il y a beaucoup de gaspillage aussi provoqué par du matériel qu'on amène dans les chambres, mais qui n'est pas utilisé finalement par les patients. Mais puisqu'il a été apporté dans la chambre, bien, il est considéré comme contaminé. Ici, on ne peut pas le désinfecter et doit être malheureusement jeté. Okay. Ensuite, problème de gaspillage aussi avec des kits. Donc, il y a des kits qui sont déjà préassemblés, par exemple, pour les chirurgies. Mais quand on rouvre le kit, bien, on n'utilise pas nécessairement tout ce qui est là-dedans, mais le reste doit être aussi jeté de la même façon. Donc, on a évalué entre 10 et 25% des kits là, pour les voies centrales, par exemple, pour les anesthésistes, qui sont jetés sans être utilisés. Okay. Il y a des items qui ont monté à 95% des items là, qui étaient jetés sans être utilisés dans les kits. Certainement de l'amélioration à faire là-dessus. Donc, j'ai parlé des Cardex tout à l'heure. Le déballage matériel aussi, après l'utilisation en cas d'urgence, j'en ai parlé un petit peu rapidement tantôt en disant que des fois, on prépare du matériel en cas d'urgence, mais finalement, on n'en a pas besoin. Bien évidemment, ensuite, on ne peut plus l'utiliser.
Dernier détail, peut-être, les jaquettes, en cas les jaquettes d'isolement, actuellement, ce sont des jaquettes jetables, du moins dans cet hôpital-là. Et à chaque fois qu'on quitte la chambre ou le bloc, avec cette jaquette-là, on doit l'acheter. Et si on rentre dans cette chambre-là ou dans la salle d'opération, on doit remettre une nouvelle jaquette. Et donc, dans certains cas, on essaie d'optimiser ça avec du travail collaboratif. Donc, les gens ne quittent pas la salle et les gens apportent le matériel au bloc ou dans la chambre, mais dans d'autres cas, c'était pas possible de le faire. Donc, particulièrement au bloc, c'était compliqué. Donc, ce qu'on a remarqué avec les moyennes de calcul, c'est qu'on utilise à peu près 12 jaquettes pour un patient en isolement par jour. Et donc, et en moyenne, on a un patient qui était en isolement par jour, à chaque jour au bloc. Donc, on consomme énormément de jaquettes dans ce contexte-là. Rapidement, pour conclure, quelles seraient les premières pistes potentielles d'action qu'on peut faire ressortir de tout ça? Parce que je vous ai bien bombardé de chiffres ce matin. Ce ne sont que des pistes de réflexion pour l'instant. Il y a effectivement beaucoup d'enjeux à regarder encore, mais disons quelques réflexions que nous avons fait ressortir. Bon, évidemment, revoir l'utilisation des kits pour essayer peut-être de réduire ce gaspillage-là qui est induit par les kits. Revoir la gestion des cardex. Revoir les protocoles afin de réduire les fameux items jetés non utilisés. Favoriser le travail d'équipe ou trouver des solutions pour réduire l'utilisation de jaquettes jetables. Peut-être qu'on pourrait utiliser des jaquettes réutilisables. Il faudrait voir si c'est possible de le faire. Numériser les fameux plans de travail, arrivé en 2024 finalement. Non, je rigole. Envisager l'utilisation de produits réutilisables sur un paquet de produits qui étaient réutilisables avant, et qui sont devenus jetables avec le temps, pour on ne sait pas trop toujours quelles raisons. La pandémie a le dos large, mais il y a toutes sortes de raisons. Donc, on parle des jaquettes, bien sûr, des verres, hein, les fameux verres d'eau, aujourd'hui, souvent sont jetables, des pichets d'eau, les haricots, les gants, les masques, les visières. Et on aurait pu continuer la liste assez longtemps. Les fameux manuels d'instruction, je m'arrête là. Je continue. Récupérer le recyclage. Donc, il y a certains hôpitaux qui le font, d'autres non. Donc, il y a certainement une standardisation, puis du travail à faire de ce côté-là aussi. Travailler peut-être sur l'amont, donc d'intégrer des critères d'éco-responsabilité dans les produits médicaux. Par exemple, on pourrait peut-être réduire le nombre de couches d'emballage, ne serait-ce que cela. Ça pourrait pas être une belle piste. Je ne vais pas parler beaucoup des déchets biomédicaux, parce que vous comprenez que notre caractérisation, c'est d'arrêter à peser les biomédicaux sans ouvrir le biomédical. Vous comprendrez pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui se retrouvent là-dedans qui ne devraient pas s'y retrouver. Et que ça coûte très cher. Il faut savoir que ça coûte très cher gérer des déchets biomédicaux. Et donc, il y a probablement un petit peu d'optimisation à faire à cet égard-là, de sensibilisation, de revoir les processus là-dessus. Et finalement, bien sûr, peut-être étendre l'idée du double casier. Ce n'était pas toutes les unités de soins qui utilisaient de double casier, probablement un potentiel assez intéressant ici, relativement simple, de favoriser une bonne rotation des items et de réduire les pertes associées à la préemption des produits. Donc voilà, alors ce ne sont que quelques bribes de toute cette étude-là, mais ce que ça donne au final, c'est une énorme base de données dans laquelle on a tous les items, toutes les photos, toute la caractérisation. Et donc là, on a de la donnée enfin pour pouvoir agir. Si on dit on veut travailler sur les poches de soluté, on sait exactement comment on en a, quelle composition ils ont, etc. Et donc là, on peut finalement pouvoir agir et savoir l'impact de nos actions potentielles. On a beaucoup d'informations pour aider à la prise de décision. Et déjà, on a un certain nombre d'enjeux et de potentiels d'amélioration qu'on a identifiés dans ce projet-là. Donc, on est déjà en amorce de quelque chose qui peut transformer les pratiques là, dans le domaine de la santé. Et du côté de la recherche, parce que c'est un travail très appliqué que nous avons fait, mais en termes de recherche qu'on fait ressortir ici, c'est une méthodologie vraiment robuste d'analyse de flux de matière organisationnelle, qui est assez nouveau aussi, dans laquelle on a fait un travail à double renseignement, donc c'est-à-dire matière, item, comme j'ai présenté tantôt. Donc non seulement on a de l'information sur le type de matière, mais on a de l'information aussi sur les items qui sont consommés et rejetés. Donc, énormément d'informations pour pouvoir travailler. Et donc, c'est nouveau dans la littérature, donc cette recherche-là nous a permis de peaufiner cette méthodologie-là et de la proposer ensuite à la science. Donc voilà pour le projet. Peut-être temps pour une question ou deux si jamais vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter en rafale et assez rapidement. Oui, il faut que tu appuies sur le bouton devant toi, sur le micro. Il faut que ça devienne vert. Voilà. Super. Merci Marc.
ma présentation, Valérie Laforêt, Mines Saint-Étienne. Merci beaucoup, c'était super. Comme présentation, j'ai beaucoup aimé la présentation, le projet. C'est extrêmement impressionnant hein, comme résultat que vous avez obtenu. J'ai plusieurs questions et points d'interrogation et questionnements pour moi, pas forcément là-dessus. Alors, j'ai bien aimé la représentation AFM organisationnelle que tu proposes à double renseignement matière et item. Moi, j'y vois beaucoup d'intérêt d'un point de vue déjà compréhension du système, ça c'est clair, l'AFM sert à comprendre évidemment les systèmes, les entrants, les sortants, pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise finalement du système qu'on étudie. Et ce double renseignement, j'y vois aussi l'intérêt pour les personnes qui reçoivent l'information parce que ça leur permet d'avoir vraiment une bonne visibilité. C'est-à-dire on n'est pas que sur les matières c'est bien, mais c'est bien de savoir combien on rentre de plastique, combien on rentre de matières premières, mais finalement pour un hôpital ou autre organisation, ce qui est bien de savoir c'est ok, mais ça correspond à quoi en termes de matière et de pouvoir bien aller se focaliser sur les bons enjeux. Voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. J'aimerais savoir si derrière, dans la réflexion derrière pour l'aide à la prise de décision, justement pour éventuellement faire des réductions de consommation, est-ce que tu envisages de coupler ça avec l'approche vraiment besoin, d'aller un petit peu plus loin dans cette approche besoin, parce que là, dans les transparents précédents, en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'est-ce que c'est que le besoin réel qu'ont les professionnels de santé au regard de la consommation de tous ces items et de toutes ces matières. Donc, on se rend compte que finalement, ça ne répond pas forcément aux réels besoins. Enfin, on est en surconsommation par rapport aux réels besoins, en fait. C'est ça, surconsommation de matières et d'items par rapport aux besoins. Est-ce qu'il y a cette réflexion d'aller vers les besoins et de vraiment aller investiguer ça? Enfin, moi, je vois bien ça par des enquêtes. Il y a toutes ces parties-là, le besoin lié au personnel, finalement, des hôpitaux, mais le besoin lié aux risques sanitaires associés à ça, qu'on peut interroger via, effectivement, des enquêtes, mais aussi via l'étude de la réglementation peut-être un petit peu plus poussée. Et est-ce que tout ça, est-ce que c'est envisagé? Et est-ce que tu envisagerais ça, de coupler ça avec une approche, je ne sais pas, critères, pondération sur tu vois, les différents enjeux que vous avez identifiés ici dans les diagrammes de Sankey? Si c'est clair ce que j'ai dit. Mais... Absolument, merci Valérie pour cette courte question. Je ne sais pas faire court dans les questions parce qu'il faut toujours que je délaye plein de trucs et bon, désolée. Là, ça fonctionne? Voilà, merci. Merci Valérie pour cette courte question. Je vais faire court parce que le temps file, puis je voudrais pas vous tenir jusqu'à 9 heures ce soir. Mais oui, bien sûr. Mais pour répondre succinctement à cette question, je dirais que oui, tout à fait. Dans le fond, dans les enquêtes que nous avons réalisées, déjà, c'est des choses qu'on a interrogées, évidemment, est-ce que vous aviez besoin de ça ou non. La réponse est toujours relativement floue, parce que ça dépend, bien sûr, d'un paquet de trucs, mais ça dépend à qui on pose la question aussi. Okay? Et c'est ça qui devient intéressant. Si je pose la question à un médecin ou à une infirmière ou aux gens de la PCI, donc ceux qui sont en charge de la prévention et du contrôle des infections, ou de la logistique, ou d'un gestionnaire, on a des réponses un peu différentes. Donc, ce qui nous amène à dire, il faut peut-être falloir qu'on se parle et qu'on se coordonne pour réussir à s'entendre et trouver effectivement le juste milieu entre la prévention, la sécurité publique, la santé, la sécurité publique, et la surconsommation en tant que telle. Donc, ça nous amène à un projet que nous allons lancer dès cet automne, en parallèle avec la phase 2 que nous avons ici, c'est un projet qui va s'appeler des microlabs, sur lequel on va identifier un certain nombre d'enjeux spécifiques qui vont avoir été choisis avec une analyse multicritère, hein, pour reprendre tes termes. Et chacun des microlabs va travailler sur un ou plusieurs enjeux similaires, et on va mettre autour de cet enjeu-là tous les acteurs concernés, de près, de loin avec l'enjeu, pour qu'on puisse discuter, dialoguer et essayer de s'entendre à une ou plusieurs possibilités de solutions face à cet enjeu-là, qui pourront amener ensuite soit des projets de recherche ou soit des projets carrément de projets pilotes pour essayer ces solutions-là, puis
on l'espère transcender, transformer les façons de faire. Donc, ça reprend un petit peu ce que tu disais. Merci pour la question. Une petite dernière très rapidement, question de laisser la chance. Oui, Jonathan. Bonjour. Donc, Jonathan Villeux de l'École des mines de Saint-Étienne. Merci pour la présentation. J'aurais une courte question. Est-ce que tu as pu analyser le coût, enfin là on a vu les coûts de tous ces intrants, éventuellement des extrants, mais par rapport au coût journalier du bloc chirurgical, parce que au niveau individuel on se dit 40 000 $, 50 000 $, ça peut être beaucoup, mais en fait si c'est 10 millions de dollars pardon, par jour, ça fait très... Oui, c'est c'est marginal. l'épaisseur du trait. Oui, ben, bonne question. En fait, on n'a pas cette donnée-là encore, mais c'est clair que c'est le genre de choses qu'on va tout à fait fouiller. Il reste encore beaucoup d'analyses, notamment d'analyses économiques à faire avec les données que nous avons. On vient tout juste de terminer, fait qu'on est encore en train de les digérer, ces données-là, je vous dirais. Mais oui, tout à fait, c'est le genre de choses qu'on veut faire, de mettre ça en prorata. Puis la réponse est probablement relativement marginale malgré tout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ça aussi, pas juste en termes de tous les coûts de soins de santé, mais peut-être juste les coûts matières en tant que tels aussi, hein, parce que c'est peut-être là qu'on peut travailler. Mais éventuellement, il y a du percolage, hein, parce que cette matière-là qu'on surconsomme, on la surmobilise, c'est-à-dire il y a des gens qui la transportent, il y a des gens qui la jettent, il y a des gens qui... Et donc, il y a des coûts indirects aussi qu'on n'a même pas considérés ici, mais qui sont induits dans le système. C'est le genre d'analyse qu'on va faire effectivement dans le futur. Mais effectivement, ce prorata-là entre ces coûts-là et les coûts totaux associés à une chirurgie, par exemple, ça va être assez intéressant à regarder. Merci pour le point. On va devoir s'arrêter pour les questions, mais on va pouvoir poursuivre la discussion pour ceux qui sont ici tout à l'heure à la pause. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et donc, on va poursuivre maintenant avec le panel. Merci. Oui, je vais introduire juste. Merci Marc, hein, pour cet exemple qui illustre assez bien finalement les enjeux écologiques et économiques du secteur de la santé, mais aussi comment on peut s'articuler la collaboration en matière de recherche, la collaboration en recherche praticien sur les questions de l'économie circulaire dans la santé. Ce qu'on va vous proposer de faire maintenant, c'est de passer à la table ronde pour pouvoir discuter avec les praticiens sur les enjeux de l'économie circulaire dans la santé. Donc, on a un certain nombre de praticiens avec nous, des acteurs de la santé, français et québécois. Donc, on a Gaël Raboyau qui est en ligne normalement, qui est responsable du programme donc Loop Santé. Nous avons aussi Aubry Fronçon, qui est chef de filière santé au sein de Saint-Étienne Métropole. Nous avons aussi Bénédicte Leclerc-Jacques, qui est conseillère en développement durable au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et enfin, Stéphanie Burel, qui est urgentologue et présidente de l'éco-comité des médecins dentistes. Donc, je vais vous demander de vous présenter rapidement, présenter également vos organisations respectives. On va commencer par toujours la technique, il faut faire. C'est bon? On a comme ça? Alors, dans le fond, on va commencer par toi, Bénédicte. Donc, juste te présenter puis nous parler un peu de ce que tu fais. Oui. Donc, Bénédicte Leclerc-Jacques. Donc, je suis conseillère en développement durable à Santé Québec maintenant, qui est comme la nouvelle organisation de santé qui est issue là, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est ça. Hein. En tout cas, disons ministère pour maintenant. Ça fait 10 ans que je suis conseillère au ministère. En tout cas, oui, au ministère. J'ai été conseillère 10 ans au ministère. Puis mon travail, c'est d'accompagner, entre autres, les établissements là, de santé et services sociaux du réseau de la santé à essayer d'avoir des pratiques plus responsables, plus durables. Puis aussi de coordonner là, le plan d'action de développement durable du ministère de la Santé et des Services sociaux. Merci beaucoup. Gaëlle, on va aller vers vous. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui, très bien, Gaëlle. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Gaëlle Raboyau, moi je travaille pour une agence de développement et d'innovation. Donc, en gros, en France, par région, il y a une agence de développement et d'innovation qui a été créée, qui est de service public et qui est là pour booster, on va dire, l'économie de la région. Et nous, forcément, on a pris l'axe durable et moi, je suis celle qui s'occupe de la santé. Donc, on est 80 et moi, je suis ça peut être la personne qui travaille sur la santé, autant avec les industriels que les établissements de santé et aussi les recycleurs, voilà, pour reprendre un peu sur tout ce qu'on vient de voir sur le cycle de vie un peu des produits de santé.
Merci beaucoup, Gaël. Aubry? Ça fonctionne directement. Oui, oui, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de m'avoir permis d'être ici. Je suis ravi. Donc, Aubry Françon, moi je suis chef de projet en charge de la filière santé au sein d'une collectivité locale qui s'appelle Saint-Étienne Métropole. Alors, une métropole, c'est une intercommunalité, un groupement de communes. Il y en a 53 pour celle qui nous concerne, qui a un peu plus de 400 000 habitants. Et donc, les communes ont décidé de mutualiser un certain nombre de compétences. Et pour ce qui me concerne, je vais plutôt travailler sur le champ de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et dans le cadre de mes activités, j'ai 2 gros axes de travail. Le premier qui va plutôt être dans l'accompagnement de porteurs de projets en santé, donc porteurs de projets innovants en santé, schématiquement de la paillasse jusqu'à la levée de fonds. Alors je dis la paillasse, mais en fait on accompagne également des projets qui sont dans le champ des sciences humaines et sociales et de l'économie sociale et solidaire. Et puis le deuxième pan de mon activité va plutôt être autour de l'animation de l'écosystème de santé, avec, on va dire là aussi schématiquement, un triptyque industriel, établissement de soins, établissement d'enseignement supérieur et de recherche, et puis autour de ça, la société civile de manière générale. Voilà. Merci, Aubry. Stéphanie? Oui, bonjour, Stéphanie Burel. Je suis médecin d'urgence dans un hôpital du Grand Montréal. Les communications de mon hôpital ne sont pas ici, donc je ne peux pas le nommer. Puis dans le fond, j'ai cofondé avec une de mes collègues un éco-CMDP, donc Comité des médecins, dentistes et pharmaciens. Le CMDP dans l'hôpital, c'est ce qui régit la pratique médicale parce qu'on est des travailleurs autonomes dans les hôpitaux. Donc, en fondant un éco-CMDP, on a vraiment intégrer, dans le fond, la vision là, de santé durable à la pratique médicale. On était le premier hôpital à implanter ça, mais là, aujourd'hui, on fait des petits, on est rendu peut-être probablement une vingtaine d'hôpitaux là, avec ce genre de comité. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour commencer cette discussion, et avant de rentrer dans des exemples un peu plus précis d'économie circulaire, on va peut-être commencer par la question principale. Globalement, on a 4 personnes convaincues par l'économie circulaire ici. Donc, qu'est-ce qui a fait, pourquoi qu'est-ce que vous trouvez important dans l'économie circulaire et qui fait que vous vous dites c'est un sujet pour le monde médical? Alors, on va commencer par Bénédicte. Alors, au-delà de mes intérêts personnels, disons, pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, au Québec, il existe la loi sur le développement durable qui demande à tous les ministères et organismes de se doter d'une personne qui doit s'occuper du plan d'action de développement durable. Jusqu'à tout récemment, ou en tout cas bientôt, le réseau de la santé n'était pas assujetti à cette loi-là. Donc, le rôle du ministère, c'était d'accompagner les établissements pour qu'il y ait des démarches volontaires de développement durable dans les établissements. Puis, dans le fond, une des raisons, c'est effectivement la loi, mais c'est aussi le fait qu'il y a quand même un désir que ce soit des organisations qui sont responsables. Puis, c'est quand même un réseau qui a une ampleur assez importante, c'est-à-dire que, pour donner juste 3-4 petits chiffres, vous avez vu dans la FM, c'est un hôpital. Un hôpital, ce n'est pas un établissement, c'est une installation dans un établissement. Donc, au total, on a 1400 à peu près points de service publics. Donc, à travers ça, on a des hôpitaux, autour de 110 hôpitaux. On a des CHSLD, qui sont des centres d'hébergement soins de longue durée, autour de 340, quelque chose comme ça. Donc, ça fait beaucoup de lieux, beaucoup de services, beaucoup de matière, puis beaucoup d'argent aussi qu'on dépense. Donc, à la fois le volume de services et tout, mais également le fait qu'on a un pouvoir d'influence assez important sur à la fois le marché, mais aussi la société, là. Donc, voilà. Merci. Gaël Raboyau, selon vous, alors quels sont pourquoi ça serait important d'intégrer la circularité et ces éléments-là dans les organismes de santé? Alors, oui, moi, en fait, c'est sorti cette initiative que je peux mener, surtout, en fait, du Covid. Enfin, en tout cas, ça l'a accentué. On l'a tous vu, je crois, sur la planète entière, tous ces masques de chirurgicaux qui étaient par terre, qui étaient dans la mer et autres. Et du coup, ça a vraiment, on va dire, marqué le grand public, mais aussi les institutions.
Ce qui veut dire qu'à partir de là, les gens sont motivés, en tout cas encore plus, en tout cas en France, à travailler sur le durable. Et ça a été accentué par toutes les législations qui maintenant existent en France et en Europe. Il y en a beaucoup, en fait. Voilà, en Europe, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a notamment le Green Deal, qui est vraiment voilà, le pacte vert européen. Le but, c'est d'avoir une neutralité carbone en 2050, mais c'est aussi d'avoir tout ce qui est économie circulaire. Voilà, il y a des stratégies pharmaceutiques. Il y a le MDR qui est tout un projet sur voilà, est-ce que l'investissement des entreprises, comment ça agit sur la planète et comment ils arrivent aussi à identifier l'impact de la planète sur leurs entreprises. Donc voilà, et là, c'est des choses qu'on demande vraiment maintenant, particulièrement là aux entreprises. Et en France aussi, il y a pas mal de lois. Il y a une loi AGEC qui est tout sur l'économie circulaire. Enfin, voilà, donc il y a vraiment une ambiance globale de réglementation, en tout cas en France et en Europe, qui fait que ça accompagne, on va dire, la prise des consciences. Et puis surtout, dans les établissements de santé, ils ne nous ont pas attendus pour être conscients là-dessus et pour faire des choses. Ça fait bien longtemps. Par contre, il manque de gouvernance. Donc voilà, il y a ça. Et après, dans les entreprises, bon, bah, ça vraiment, il y a un vrai sujet d'emmener les entreprises sur cette thématique parce que y en a qui vont naturellement, mais pas tout le monde. Voilà, clairement, on a encore du travail là-dessus. Merci. Donc maintenant, Aubry, vous, par rapport à une communauté de communes, finalement, votre rôle en tant que chef de projet santé, qu'est-ce que vous voyez émerger, vous, comme finalement élément qui pousse à se dire c'est une vraie question, la circularité? Oui, alors ce que je peux, on va dire, observer dans mon quotidien de suivi d'entreprise, c'est que déjà, il y a clairement une pression sociale qui est grandissante, alors qui s'observe notamment dans le recrutement des jeunes diplômés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont en quête de sens, qui sont en quête de valeur, et lorsqu'ils arrivent dans une entreprise, à plus forte raison dans une entreprise de santé, où l'objectif c'est de produire du soin quelque part, alors de manière indirecte, au travers de produits et de services, eh bien si ces valeurs-là et ce sens-là n'est pas présent, eh bien les entreprises ont des difficultés à recruter. Donc ça, c'est déjà assez présent, c'est grandissant, il y a plusieurs témoignages qui le recoupent, en tout cas sur notre territoire. Et puis il y a aussi, et ça c'est lié à la fois au Covid et puis à la crise et à la guerre en Ukraine, avec l'inflation des matières de l'énergie, mais aussi d'un certain nombre de matériaux, une prise de conscience que le travail en proximité, en réseautage, en local pour les entreprises, aller chercher des fournisseurs le plus proche possible de son lieu de production, eh bien ça présentait tout un tas d'avantages économiques du fait de l'inflation, mais aussi d'avoir des relations qui ne sont plus des relations forcément donneurs d'ordre à fournisseurs, mais de partenaires. Et derrière, on peut envisager de la co-conception, de la co-construction, et plus une logique forcément de clients, enfin voilà, donneur d'ordre à clients. J'ajouterais aussi, et ça rejoint ce qu'exposait Gaël avant, qu'il y a une exigence grandissante dans les appels d'offres et les marchés publics en France. Alors la difficulté pour les entreprises, c'est qu'il n'y a pas forcément d'uniformisation et que du coup, chacun a un peu ses critères et que c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et puis pour terminer, sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, il y a 95% des entreprises de santé qui travaillent sur le dispositif médical avec une utilisation massive des hydrocarbures, des produits issus des hydrocarbures, et ça c'est un vrai problème, notamment sur le textile de santé qui utilise énormément de produits issus des hydrocarbures qui consomment beaucoup d'eau aussi, et ça c'est un vrai sujet. Merci Aubry. Donc on va terminer peut-être en tant que médecin. Vous, qu'est-ce qui vous titille finalement pour vous dire, il y a des questions autour de l'économie circulaire qui nous importent dans nos pratiques? En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'ai eu un dilemme éthique personnel. Donc, on le sait que les changements climatiques et la crise climatique, c'est la première menace à la santé de la population. Puis, on le sait que les systèmes de soins contribuent à la crise climatique, on l'a vu tantôt. Donc, au Canada, je pense que c'est 5 ou 6% là, des émissions de gaz à effet de serre qui sont reliées là, aux soins de santé. Donc, j'avais un dilemme éthique. Là. Je vais travailler pour soigner les gens, mais après ça, je contribue par le fait même à la crise climatique, donc je contribue à détériorer la santé de la population. Donc, c'est une des raisons là, pour lesquelles je me suis intéressée à la question.
Puis, plus personnellement, mais je suis devenue maman en 2020, donc j'aspire à ce que mon enfant puisse grandir dans un monde peut-être un peu plus vert que ce qu'il est actuellement. Donc, c'est les raisons là, qui m'ont poussée à m'intéresser à ces questions-là. Dans un autre ordre d'idée, probablement en France aussi, mais au Québec, notre système de santé explose en ce moment. On a beaucoup de misère à fournir les soins que les gens ont besoin en temps opportun. Par contre, il y a des études sur la pertinence des soins qui démontrent qu'à peu près 30% des soins qu'on donne sont à valeur nulle ou à valeur faible pour les patients. Donc, il y a tout un questionnement aussi, là, justement, si on économisait 30% des chirurgies à la base parce qu'elles sont non pertinentes, ben, la matière c'est un gros morceau à aller chercher. Donc, c'est toutes des questions qui font que je m'intéresse à la circularité. Puis nous, dans la circularité, je pense comme praticiens, ben notre travail, c'est vraiment la réduction à la source, là. Donc, si on réduit à la source les soins de santé, pas parce qu'on soigne pas les gens, là, on réduit les soins qui sont inutiles. Ça, c'est super important de le préciser. On n'arrête pas de soigner les gens à cause de l'environnement, là, c'est ça notre mission. Mais de réduire les soins qui sont inutiles, je pense que c'est super important de notre côté. Merci. Merci pour cette introduction. Ça met la table ensuite pour peut-être élargir un petit peu basé sur vos expériences, parce que vous avez toutes des expériences vraiment variées et très intéressantes. Qu'est-ce qui vous apparaît, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez remarqué comme pratiques qui vous apparaissent porteuses, qui vous apparaissent inspirantes pour peut-être induire cette idée de durabilité et de circularité dans le domaine de la santé? J'ai le goût de commencer par vous, Aubry, cette fois-ci. Donc, dans le coin de Saint-Étienne et dans ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez trouvé comme pratique inspirante et intéressante? Alors, deux exemples qui sont issus d'un bulletin sur l'économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Éclaira, qui est édité par le CIRID, qui est le Centre international de ressources et d'informations sur le développement durable, qui est basé à Saint-Étienne, et qui a co-rédigé ce bulletin dédié aux dispositifs médicaux et à l'économie circulaire avec Noveca, qui est une grappe d'entreprises qui regroupe des industriels de la santé, mais aussi des établissements de soins et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc deux entreprises que moi je connais bien. Alors une première qui est une start-up qui a développé un dispositif de rééducation autour de la thérapie miroir et qui est un dispositif éco-conçu, sans collage, et dont l'objectif c'est de pouvoir être réparable à l'infini. Alors au-delà de l'objet lui-même, il y a un vrai travail de design, d'approche par les usages très en amont, puisque entre le prototype et le produit final, il y a eu un travail d'hyper-simplification où on a enlevé 30% des modules qui étaient présents dans le prototype, partant du constat qu'en fait, l'usager n'avait pas forcément besoin de ces fonctions-là, et que du coup, on allégeait finalement la conception et la fabrication du produit, et forcément, on consommait moins de matière. C'est un travail aussi que cette entreprise va conduire en local, en essayant de trouver des fournisseurs les plus proches possibles du lieu de production, et donc aussi dans cette logique-là d'avoir plutôt des partenaires que de simples fournisseurs, entre guillemets. Donc ça, c'est une entreprise qui aujourd'hui compte 24 salariés, qui est présente dans 30 pays, et qui ne cesse de se développer, d'essayer de trouver de nouvelles innovations, toujours dans cet état d'esprit, à la fois très local, mais aussi présente à l'international, mais autour de l'éco-conception et de l'approche par les usages, qui est un marqueur fort de notre territoire au travers du design, notamment. Et design entendu non pas au sens esthétique, mais bien au sens d'approche par l'usage. Le deuxième exemple que je souhaitais vous citer, que vous pourrez retrouver dans le bulletin Éclaira, et je pense que ça sera intéressant de donner aux auditeurs la référence, puisqu'il est consultable gratuitement sur Internet, c'est une entreprise familiale alors, qui a 70 ans, un peu plus de 70 ans, qui s'appelle DTF Médical, qui a construit, on va dire, son activité autour de, on va dire, des maladies liées à l'exploitation du charbon, alors qui est très présente qui était très présente historiquement à Saint-Étienne, qui est le berceau de la révolution industrielle en France, hein, avec la silicose, vous savez, cette maladie qui noircit les poumons des mineurs, et donc cette entreprise a été créée dans les années 50 pour travailler sur des dispositifs d'aérosol thérapie. Elle a développé ensuite un certain nombre d'activités annexes et complémentaires, avec autour de l'allaitement, tout un environnement autour de l'allaitement, et puis plus récemment autour de la cicatrisation, avec des pansements en électrostimulation.
Et donc, eux, ils ont construit un modèle autour de l'économie de la fonctionnalité, qui est un système de location, c'est-à-dire que leurs dispositifs, en fait, sont disponibles chez les pharmaciens, selon un système de location. Et également, et ça rejoint un peu ce que le premier exemple autour de Saint-Thé, une production la plus locale possible. Il y a 90% des machines qui sont fabriquées à Saint-Étienne. Les approvisionnements sont faits à 85% en France et à 55% en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire dans un rayon géographique d'à peu près 200 km, quoi, en gros. C'est ce qui est un tour de force, hein, et on ne mesure pas forcément, mais dans l'industrie aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de trouver les composants, les fournisseurs dans une proximité assez immédiate. Et donc, c'est un vrai travail et une vraie philosophie au sein de cette entreprise. Et j'en terminerai sur ces exemples-là avec aussi un travail de la part de DTF Médical sur la refonte de leur politique de packaging, en essayant de la minimiser le plus possible. Et ça rejoint ce que vous disiez, Marc, en fait, qu'on retrouve à l'hôpital, tous ces emballages qui pèsent, qui sont en plastique, et voilà, qui sont une catastrophe sur le plan écologique. Merci Aubry, très intéressant. Donc, on a vu le volet un peu en amont avec les entreprises. Maintenant, on peut peut-être aller avec vous, Stéphanie, sur le volet plutôt soins de santé plus directement. Donc, quelles sont vos expériences? Nous, un des projets qu'on vient de mettre en place qui nous tenait beaucoup à cœur, c'était un projet effectivement encore de réduction à la source. Avant, à l'hôpital, on a des aérosols doseurs, donc c'est pour les pompes pour l'asthme, les fameuses pompes qui font le petit pchit. Ce sont le gaz propulseur dans ces pompes-là est extrêmement polluant, c'est les HFA, les hydrofluoroalcanes. Donc, une pompe un aérosol doseur, c'est à peu près l'équivalent d'un 300 km en voiture. Puis, à l'hôpital, on avait un protocole qu'on ne pouvait pas réutiliser les aérosols doseurs entre les patients parce que, supposément que c'était dangereux pour la dissémination peut-être d'infections. Puis finalement, on a réussi à prouver que c'était pas dangereux de réutiliser des pompes désinfectées. Puis dans notre département de physiologie respiratoire, donc c'est là les gens viennent faire leur test d'asthme, on a permis la réutilisation des aérosols doseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un aérosol doseur, il y a 200 doses. Et puis pour un patient en physiologie respiratoire, il utilise seulement 8 doses. Donc on jetait 192 doses. On a établi un protocole, puis là, on peut réutiliser les pompes entre chaque patient en les désinfectant. Fait qu'on passe un peu plus de 1800 pompes par année à 50, ce qui est une réduction très, très, très importante, avec des économies d'à peu près 17 tonnes de CO2 juste pour le département de physiologie respiratoire. Là, on est en train d'établir le protocole pour réutiliser ces pompes-là à l'urgence. C'est un petit peu plus complexe à l'urgence, là, parce qu'en physiologie respiratoire, c'est une personne, une pompe, on désinfecte. À l'urgence, là, c'est un petit peu plus le bordel, là. Donc, mais à l'urgence, là, on pense peut-être essayer de passer là, de peut-être plus que 10 000 pompes par année à peut-être comme 1000. Là. Fait que c'est notre souhait. On n'a pas mis encore en place, donc les chiffres sont très, très hypothétiques. Mais ça, c'est je trouve un super bel exemple là, de réduction à la source où puis on réduit le gaspillage, puis en plus, ça réduit les coûts. Là, donc l'administration est très heureuse de cela. Puis un autre élément là, de réduction à la source, c'est que notre pharmacie appliquait, dans le fond, la règle que dès qu'un pot de médication est ouvert, dans le fond, il faut le jeter au bout d'1 an après l'ouverture. Ça, par contre, c'est des règles de pharmacie qui sont applicables pour la médication à la maison, donc chez des gens chez qui les conditions ne sont pas nécessairement contrôlées, l'humidité n'est pas contrôlée, la température n'est pas contrôlée. Ils ont réalisé qu'à l'hôpital, dans un environnement très contrôlé, finalement, on peut utiliser la médication jusqu'à sa date de péremption et non 1 an après l'ouverture. Puis, dans le fond, notre pharmacienne, elle estime qu'il y avait peut-être à peu près 10% de la médication qui était gaspillée de cette façon-là. Fait que là, on vient de mettre en place ce protocole-là de vraiment utiliser la médication au complet jusqu'à la date de péremption. Même si des fois, c'est des médicaments qui sont très peu utilisés. Des fois, on a des formats minimums, là, fait qu'on peut pas comme réduire plus. Fait qu'on estime à peu près, justement, une diminution de gaspillage de 10% de la médication.
Dans notre CIS, dans notre hôpital, on avait fait un bilan carbone en 2021. Puis la médication, là, ça représentait 30% de notre empreinte carbone, 30 000 tonnes de CO2. Fait que 10%, c'est quand même non négligeable. Fait que ça, c'est une autre façon là, de réduire à la source pour réduire notre empreinte. Merci beaucoup. Gaëlle Raboyau, je me tourne maintenant vers vous. Quelles seraient vos expériences inspirantes et intéressantes à partager? Alors, moi, je peux vous partager. Donc, mon but, comme vous avez peut-être compris, le but, c'est que j'ai des industriels qui travaillent avec des établissements de santé. Voilà, parce que du coup, là, on vient de voir, il y a beaucoup de choses qui se font côté industriel, puis d'autres côté établissement, et c'est parfait. Mais il y a des fois, en fait, on est obligé de travailler ensemble. Voilà, pour savoir, par exemple, pour réduire le nombre de doses, bah, peut-être qu'on pourrait aller voir l'industriel pour dire, bah, tout compte fait, on peut peut-être avoir quelque chose encore avec moins de doses. Moi, l'exemple que j'ai pu avoir, c'est donc Ambu, c'est un grand groupe qui fait des endoscopes, voilà, donc à usage unique. Donc, c'est du plastique et de l'électronique. Et du coup, ils se demandaient, bon, ils sont en train de faire avec du biosourcé, etc. Donc, ils travaillent sur la matière. Et après, ils se disaient, bon, bah, la fin de vie, aujourd'hui, c'est pas forcément dans les dasseries, donc c'est pas forcément dans le côté infectieux, même si c'est allé dans le corps de quelqu'un. En fait, tant que le patient, en France maintenant, tant que le patient n'est pas infecté, ben, en fait, c'est pas, le produit n'est pas infecté non plus. Et donc, on peut quand même le recycler. Mais ça demande quand même tout ce qui est de la désinfection, voilà, pour qu'après, ceux qui manipulent, voilà, pour démanteler, pour enlever le plastique d'un côté, les différents électroniques de l'autre, il faut que ça soit quand même désinfecté. Et donc, du coup, voilà, ils ont fait une analyse avec 3 établissements de santé, voilà, pour voir ben, concrètement, voilà, ils sont allés dans le bloc, hein, parce que là, c'est du bloc. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de gestes? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de place? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de tri? Tant dans vraiment les soignants qui sont en capacité en termes de temps aussi, voilà. Et puis après, la réglementation, bien sûr, qui est toujours bien là, et c'est bien normal. Et après, ils ont regardé un petit peu, au final, de recycler comme ça. Est-ce que, d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est mieux que d'incinérer? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça va dans l'incinération avec une valorisation, du coup, de la chaleur. Et donc, ce qui a été montré, c'est de dire, bah, en fait, c'est assez basique, hein, c'est tout le fil d'alimentation, voilà, comme tout fil pour alimenter une lampe ou, je sais pas, un grille-pain. Ben, ça, on peut l'enlever en vraiment. Donc, ça, c'est même le chirurgien, enfin, le médecin qui l'enlève et qui le met dans un seau juste à côté. Donc, du coup, là, ça va aller dans ce que nous, on appelle les D3E, donc tout ce qui est déchets électroniques. Et ça, c'est une filière qui roule. En tout cas, chez nous, c'est quelque chose qui marche très bien. Reste le fameux endoscope en tant que tel, où, voilà, et là, comme il a été à l'intérieur d'un patient, il faut qu'il soit désinfecté. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites dans l'établissement de santé. Mais d'un point de vue écologique, en fait, quand on commence à désinfecter tous ces endoscopes, ben, en fait, c'est presque moins bien que d'incinérer quand l'incinérateur est à côté, est dans la même ville. Et donc, du coup, là, ils en sont à se dire, ben, alors, comment on pourrait faire pour quand même recycler ce plastique avec quand même un impact écologique intéressant. Et là, ils sont obligés d'aller dans le Nord, parce qu'aujourd'hui, c'est que dans le Nord, en fait, qu'on a une petite usine en France qui permet, en fait, de prendre, sans avoir de manipulation physique d'une personne, en fait, ces endoscopes, et du coup, d'intégrer dans une machine. Et du coup, ça fait que là, la désinfection, elle est faite de façon globale, et donc, ça a un impact moindre, plutôt de désinfecter, en fait, avec chaque établissement qui a son propre truc. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant sous plusieurs aspects, cet exemple, c'est que du coup, là, vraiment, on voit qu'il faut qu'il y ait de la collaboration, hein, voilà. Tout à l'heure, on en parlait, hein, c'est pas juste un fournisseur et un utilisateur, non, c'est en fait une vraie collaboration de comment on peut faire aujourd'hui ensemble, et qu'en fait, il y a des choses qu'on pense naturellement, ben, bien évidemment, il vaut mieux recycler les choses, et ben, des fois, quand on fait une analyse du cycle de vie avec les différents critères, ben, c'est pas si simple, voilà. C'est un peu alors du coup, ça facilite peut-être pas les choses, mais en tout cas, des fois, on a comme on dit, des bonnes mais mauvaises idées, tout compte fait. Et là, voilà, donc ils y travaillent. Et ça m'amène un peu à la deuxième, le deuxième exemple. C'est un exemple peut-être un peu moins, on va dire, pratique, mais en tout cas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se demande comment on peut recycler beaucoup de choses, et notamment les plastiques.
et qu'en fait, en tout cas en France, on n'arrive pas à savoir quelles sont les quantités de plastique dans les établissements de santé, les types de résine. Est-ce qu'en fait, ils sont soudés avec du papier ou avec du métal? Et dans ce cas-là, oui, ça existe. Mais en fait, après, il y a beaucoup de manutention qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de métier pour faire ça parce que le recycleur, il n'a pas le temps et l'établissement, c'est pas son job. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers à créer? Il y a des nouveaux modèles éco, il y a voilà, comment créer de la valeur autour de ça? Et donc voilà, donc par exemple, nous, on a mis en place une étude qui est sortie, que vous pouvez tous consulter, qui s'appelle EVA+, voilà, qui analyse un petit peu les types de résines qui existent aujourd'hui en France. On l'a fait plutôt sur la France. Et on va aussi faire très concrètement une analyse vraiment sur le terrain avec des établissements de santé. On va caractériser, voilà, ça c'est en cours et donc ça sera public l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment aussi monter en compétence sur des données, et un peu comme vous l'avez présenté tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on peut faire sur quoi et comment en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les mêmes questions, hein. On est tous au même. Voilà, donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Gaëlle. Bénédicte, à votre tour de nous partager vos expériences et pratiques inspirantes. Oui, moi, ils vont être un petit peu plus à haut niveau. Je suis quand même au ministère, donc pas nécessairement sur le terrain. C'est sûr que je suis en lien avec les personnes qui sont sur le terrain, mais je pense que c'est quand même intéressant de mentionner qu'au niveau des orientations, là, qu'est-ce qu'on peut donner comme orientation pour les actions dans les établissements. On a mis en place, on a commencé à travailler là-dessus en 2017, un cadre de référence en approvisionnement responsable. Puis, on l'a publié en 2020, donc c'est c'est long pour changer des pratiques, mais c'est quand même un cadre de référence dans lequel on essaie d'avoir une compréhension commune de c'est quoi l'approvisionnement responsable ou les acquisitions responsables, puis de surtout amener les gens, dans le fond, à que ce soit les requérants, donc les personnes qui font les demandes pour les produits, ou les approvisionneurs, ceux qui font les achats dans les établissements, de réfléchir au cycle de vie. Donc, on a essayé de créer des petits outils, analyse de type cycle de vie, là, parce qu'on ne fait pas des analyses de cycle de vie pour tout, mais de juste réfléchir aux besoins. Est-ce que c'est partout, là, en regardant le cycle de vie, une fois qu'on a décidé qu'on avait un besoin, est-ce qu'il y aurait des éléments que je pourrais intégrer dans mon contrat ou dans mon appel d'offres qui feraient en sorte que je pourrais acheter ce que j'ai à acheter de plus durablement. Donc, on a cette partie-là. On a ici la chance d'avoir le ministère de l'Environnement qui a développé toute une formation. Donc, il y a une formation qui est disponible complètement là, depuis... une première partie était disponible depuis l'année dernière. Là, elle est complète. Depuis juin pour nous autres, là, pour le réseau de la santé. Donc, elle est disponible à tous. C'est sûr qu'on demande plus aux approvisionneurs là, de la faire, mais donc c'est ça. Fait que oui, il y a beaucoup de pratiques cliniques, il y a beaucoup de gens qui travaillent évidemment en soins dans les établissements, mais il y a aussi tout un service de soutien en dessous là, qu'il faut pas oublier là, dans la partie pour améliorer les pratiques là, et intégrer l'économie circulaire, notamment dans une organisation. Puis d'ailleurs, ça m'amène sur mon deuxième exemple, qui est pas en soins, mais qui est plus par rapport au service alimentaire. Donc, dans un hôpital, on a toujours, évidemment, un service alimentaire. Puis, on a fait la promotion, c'est pas notre programme à nous, mais c'est un programme là, de la Table des chefs qui est financé là, par le MAPAC, le ministère Agriculture, Alimentation, Pêcherie. Puis, dans le fond, il offre un service de soutien pour faire un maillage là, entre des organismes communautaires puis des établissements, ou ça peut être autre chose que des établissements de santé, mais pour identifier des opportunités de redonner des surplus alimentaires. Donc, évidemment, on ne peut jamais manquer d'un repas en santé. Donc, on a quand même des surplus. Donc, ça, on a jusqu'à maintenant à peu près 80 sites qui participent à ce programme-là. Ça peut être avec la Table des chefs ou d'autres. Là, on peut redonner les surplus autrement, mais donc je pensais que c'était quand même intéressant comme exemple. Merci Bénédicte. Moi, je vais terminer un peu sur une question en lien avec des perspectives de généralisation. Si on était dans une optique de généralisation, quels seraient les freins ou au contraire les leviers qui permettraient de développer l'adoption de ces pratiques dans le secteur de la santé? Je me tourne vers vous, Stéphanie. Est-ce que la réglementation peut constituer un frein? Nous, les freins, les médecins, on est indépendants, hein, on est autonome. Donc, ce qui serait plus un frein, je dirais, c'est la culture médicale. Donc, la culture médicale, c'est on fait des choses, c'est beaucoup dans le faire. Il y a une étude récemment qui démontrait que si un médecin de famille
qui a 1000 patients, là, ce qui est assez standard, là, appliquer toutes les recommandations possibles avec ses patients, il devrait travailler 28 heures par jour, 365 jours par année. Donc, on est vraiment beaucoup dans le faire, ce qui est un petit peu irréaliste. Puis, on a encore un certain inconfort des fois avec la mort, avec le décès des personnes. Puis, il y a un certain moment, je pense, dans la vie des patients où il faut changer notre paradigme. Donc, il y a un moment où on soigne, mais je pense qu'il y a un certain moment où on doit changer notre paradigme de soins puis dire, ben là, cette personne-là est prête à décéder, fait qu'on va l'accompagner vers la mort. Je fais de la médecine d'urgence, mais je fais aussi parfois des aides médicales à mourir. Puis, ça arrive vraiment souvent que dans les dossiers, les patients sont hospitalisés 2-3 mois. Puis là, ça fait 2-3 mois qu'on continue les tests, on continue les traitements. Puis là, quand on révise les dossiers, là, la personne est arrivée à l'urgence, puis elle a demandé l'aide médicale à mourir, puis on l'a pas écouté. Puis là, pendant des mois et des mois, on a continué à faire des traitements. Puis là, on voit les notes infirmières, le patient demande l'aide médicale à mourir, mais personne... fait que, tu sais, on n'écoute pas la personne, puis on n'écoute pas son besoin. Puis en plus, on gaspille des ressources secondairement à ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros changement de culture médicale qui est à apporter. Puis, dans un aspect un peu moins éthique, là, plus concret, tout ce qui est prévention, contrôle des infections, ça peut être un gros frein là, à l'application là, de la réutilisation de certains équipements. Nous, par exemple, justement, dans le projet de réutilisation des pompes, ça avait été un gros enjeu. Il fallait comme prouver que le risque zéro n'existait pas. Mais là, à un moment donné, dans la littérature, je ne peux pas te prouver que le risque n'existe pas. Puis, ce que j'avais verbalisé à l'équipe de prévention et de contrôle des infections, je leur ai dit, là, c'est que pour justifier une pratique aussi polluante puis aussi coûteuse, ce serait à vous de me prouver qu'il y a un risque. Donc, c'est un changement de paradigme. Il y a des gens en prévention et contrôle des infections qui sont sensibles à ça, mais ça reste une minorité encore. Donc, il y a un gros travail là, à faire là, de ce côté-là. Fait que oui, effectivement, ça, c'est comme deux gros freins. Là. Et alors, quels conseils donneriez-vous ou quels seraient les leviers pour lever ces verrous? On commence à avoir beaucoup de leviers. L'Université de Montréal actuellement est en refonte de son programme de médecine. Donc, on est en train là, d'intégrer des cours sur la santé planétaire, sur la santé durable dès ce qu'on appelle le préclinique, là, fait quand les étudiants commencent leurs études. Fait que ça, c'est vraiment, je pense, un super bel endroit. L'éducation médicale, là, commencer dès le départ. Les congrès médicaux pour les médecins en pratique s'intéressent de plus en plus à ces questions-là. Je ne suis pas la seule là, à trouver que ça ne fait pas de sens de soigner en polluant. Là. Donc, dans les congrès médicaux, c'est de plus en plus présent. Donc, c'est des opportunités là, dans l'éducation médicale continue. On a une communauté de pratique des éco-CMDP. Donc, on se partage un peu les bons coups, les mauvais coups. Fait que ça, c'est vraiment une belle occasion aussi là, de partager puis de diffuser un peu les savoirs puis les expériences. Puis finalement, un super beau levier qui vient d'être créé. Le Collège des médecins vient de créer un comité sur le développement durable. Fait que ça, au collège, je pense qu'il y a quand même une certaine prestance, puis on peut aussi avoir une influence sur les autres ordres professionnels. Fait qu'avec le Collège des médecins, c'est vraiment un levier super intéressant là, qui va être à exploiter dans les prochaines années. Merci beaucoup. Gaëlle Raboyau, je me tourne vers vous. Quels sont, selon vous, les principaux freins à l'adoption de ces pratiques? Alors, il y en a encore beaucoup, mais je pense que c'est parce que justement, on est encore au milieu du gué dans cette thématique. Mais là, ce qui est beaucoup d'actualité actuellement en France, c'est tout ce qui est les achats. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, les acheteurs ne savent pas ce qu'il faut mettre comme critère pour acheter, et les entreprises ne savent pas exactement du coup à quelle sauce elles vont être mangées et donc sur quels critères il faut qu'elles travaillent. Voilà, par exemple, quelque chose de très bête, mais moi j'ai un fournisseur de siège médical qui a réduit sa mousse du siège en disant regardez, comme ça je l'utilise moi. Et en face, on nous dit ah oui, non, mais c'est pas ce critère-là, moi au contraire, ça c'est pas bien. Il faut, c'est vrai, à la limite, que ça soit biosourcé.
Donc, en fait, ils n'arrivent pas à se parler. Donc, il y a vraiment un frein on se parle et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et notamment aussi pour la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formations des acheteurs dans les établissements de santé, c'est pas assez précis et ça donne pas assez d'outils pour savoir comment considérer un achat, qu'est-ce qui peut être durable. On est beaucoup sur les scorings en France aujourd'hui. On met des scores, les éco-scores, on va voir s'il y a du carbone, on va se dire, bah tiens, est-ce qu'il y a la liste, la notice qui est dématérialisée ou pas Mais en fait, c'est des petites choses. Quand on regarde sur l'impact planétaire, on a tellement d'impact que c'est difficile en fait d'avoir un score qui peut tout résumer. Et on en est quand même un petit peu là aujourd'hui en France. Et donc, en fait, il y a le national qui fait des choses et il y a tous les établissements de santé qui commencent aussi à faire leur scoring. Et donc, les industriels, ils sont perdus, mais je pense que tout le monde est un petit peu perdu. Et je pense que ça va prendre un peu de temps et on va arriver. Donc, voilà, donc manque de communication et la formation, elle est, je pense, encore à améliorer. Et alors, quels seraient pour vous les leviers pour favoriser ces pratiques? Donc, les leviers, alors moi, je rebondis complètement sur, en France, on appelle ça les sociétés savantes, sur voilà, les médecins qui se mettent ensemble et sur une thématique, l'anesthésie, la rhumatologie ou je ne sais quoi, et qui commencent à avoir vraiment des bonnes pratiques. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça ruisselle voilà, auprès des médecins, des infirmiers et infirmières, etc. Et donc, ça appelle en fait une certaine structuration de toutes ces logiques sur les santé durables, que ce soit d'un point de vue médical, mais que ce soit au niveau des gouvernances même nationales. Nous, en France, il y a le ministère de la Santé qui, l'année d'avant même, a commencé à prendre le sujet, mais aujourd'hui, voilà, c'est pas encore assez structuré, c'est pas encore assez accompagné, et c'est pas encore assez accompagné d'un point de vue financement. Voilà. Alors ça, c'est un vaste sujet. En tout cas, en France, on a des gros problèmes de financement et les établissements ne sont pas en grande forme financière. Et donc, comment financer quand même, parce que ça prend du financement, que ça soit d'un point de vue RH, donc d'un point de vue ressources humaines, financer des postes, et aussi financer des produits qui peut-être peuvent être plus chers, parce qu'il y a quand même de la R&D du côté. Donc, comment financer? Voilà, ça, c'est un sujet. Et c'est en train de se structurer un petit peu en France. Il y a les banques qui sont en train aussi quand même d'y participer. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Et après, il y a les subventions aussi qui peuvent être apportées, notamment aux entreprises. Donc là, je passe côté entreprise, ou en tout cas en région Nouvelle-Aquitaine, mais à mon avis, on n'est pas du tout la seule. Je pense que la région Aura est aussi dans cette logique. Il y a des critères voilà, de ce qu'on appelle, nous, les éco-socio-conditionnalités. Bon, en gros, c'est tout ce qui est, voilà, il faut que votre projet prenne en compte le côté durable et le côté social. Voilà, si votre projet, à aucun moment n'en parle, ou en tout cas que vous n'êtes pas en train de réfléchir à quand même ce que ça impacte et comment vous allez l'améliorer quand même dans le temps, c'est un sujet qui, nous, ne va plus être financé. Voilà, c'est assez, c'est assez peut-être brut, mais en tout cas, moi, je trouve ça quand même intéressant parce que de tout ce qui est subvention publique, après, les projets peuvent se créer sans subvention, donc voilà, c'est la loi du marché, mais tout ce qui est subvention publique, c'est vraiment orienté. Alors, c'est pas 100% du choix, mais en tout cas, il faut que le porteur de projet puisse montrer que du coup, il réfléchit et que même si aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut polluer, ben, demain, ça le sera moins avec telle ou telle façon de faire. Voilà. Donc ça, moi, je pense que c'est vraiment des leviers qui peuvent vraiment modifier les choses, quoi. Merci Gaëlle. Donc là, on a vu un peu des exemples de freins et de leviers pour la dimension un peu microéconomique. Maintenant, pour une dimension un peu plus macro, et là, je me tourne vers Bénédicte, quels sont les freins à l'adoption de ces pratiques à une échelle plus macro? Peut-être je vais dire des défis, parce que dans le fond, c'est sûr que la grosseur des organisations qu'on a, c'est quand même un gros défi pour pouvoir avoir une communication qui est transversale. Tu sais, je vous ai dit tout à l'heure 1400 points de service, mais pour le moment, c'est piloté par 34 établissements. Fait que, tu sais, un établissement peut avoir aussi plein de missions différentes. On a parlé beaucoup du milieu médical, mais il y a aussi tout ce qui est réadaptation, il y a les centres jeunesse, il y a les CLSC qui sont comme des mini-cliniques. Après ça, il y a les centres d'hébergement soins de longue durée. Fait que c'est toutes c'est des grosses organisations, mais avec plein de particularités. Donc, c'est ça qui est à un niveau d'orientation, mais aussi à un niveau de gestion dans ces organisations-là. C'est ça qui est complexe, parce qu'il faut pouvoir avoir certaines lignes directrices qui sont claires, sont
on le voit là avec les exemples de Gaël, c'est important qu'il y ait des orientations qui soient claires puis qui soient un peu contraignantes pour aller vers certaines choses, mais il faut être contraignant, mais assez large pour que ce soit adaptable à toutes les différentes situations. Je fais juste penser à la PCI. La PCI, ça serait le fun qu'on puisse dire, vous appliquez tout ça comme ça, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, il faut que ça soit traité localement. Fait que, on a des grandes orientations, mais ensuite, c'est pour ça que la PCI à l'hôpital qu'on ne peut pas nommer, puis la PCI dans d'autres hôpitaux ont peut-être des pratiques différentes. Donc, ça, c'est quand même un gros défi. L'autre gros défi, c'est aussi peut-être le fait, encore une fois, Gaël y a fait allusion tout à l'heure, notre mission, c'est de faire des soins et services sociaux. C'est pas de faire du tri, c'est pas de repenser nos produits. Fait que c'est important que ce soit intégré à travers notre culture. Puis on manque un peu de temps, puis de ressources là, pour des personnes qui peuvent travailler vraiment là-dessus. Fait que voilà. Si, et levier? Bon, mais là, je vais me contredire un peu, mais non. Mais dans les leviers, tu sais, je dis on manque de ressources, mais je vous ramène en 2015, autour du moment où j'ai commencé à travailler au ministère, je pouvais m'appuyer sur 2 personnes dans le réseau qui étaient conseillers à temps plein. Là, on est rendu, j'ai un réseau de répondants partout, mais on a 34 personnes qui travaillent à temps plein. C'est quand même une bonne augmentation, on pourrait dire qu'on aimerait ça plus, mais quand même une augmentation. Donc, on voit qu'il y a quand même de l'intérêt aussi de la part des gens qui travaillent dans le réseau. On le voit là avec toutes les associations médicales qui en parlent de plus en plus, mais le personnel aussi sur le terrain en parle de plus en plus. Fait que, donc, il y a une augmentation de l'intérêt beaucoup sur le terrain qui fait en sorte que peut-être qu'éventuellement, ça va rentrer aussi à travers les pratiques. Sinon, il y a d'autres leviers un petit peu plus, justement, structurels, peut-être. Donc, il y a certaines lois qui changent. Le ministère de l'Environnement travaille quand même sur différentes réglementations, notamment qui découlent de la loi sur la qualité de l'environnement, par exemple, sur la responsabilité élargie des producteurs, etc., dans différents types de matières. Donc, il y a des réglementations qui changent qui font en sorte que, notamment, les producteurs devront être plus responsables, puis nous, on devra avoir des façons de gérer les choses. Donc, il y a certains leviers là. D'autres lois aussi qui peuvent être à la fois des leviers et des bloquants, mais il faut savoir justement comment l'utiliser, d'où l'importance là, de la formation. Donc, voilà. Puis juste rappeler que c'est ça. Des changements qui sont structurels, puis pas des initiatives locales, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est ça. C'est pas un levier, la patience, mais quand même en avant. Merci Bénédicte. Alors au niveau territorial, on peut avoir aussi une complexité un peu des relations entre les différents acteurs. Moi, je me tourne vers Aubry. Quels pourraient être les freins à la généralisation justement de ces pratiques? Alors les freins, c'est vrai qu'ils ne sont pas propres au territoire de Saint-Étienne, hein, mais bon, ça a été dit plusieurs fois, clairement l'organisation des hôpitaux aujourd'hui, il y a une forme d'inertie qui fait que ça va être difficile. Le chemin sera long en tout cas pour changer les pratiques. Le tout jetable, l'usage unique est quand même très, très ancré. Alors hier, il se trouve que j'étais au centre de recherche du CHU de Montréal et on voit qu'on a les mêmes problèmes en fait des 2 côtés de l'Atlantique. L'exemple qui était pris, c'était celui des stylos-injecteurs pour les personnes atteintes de diabète et où, même s'il existe des filières de recyclage, eh bien c'est pas satisfaisant. Ne serait-ce qu'au niveau du produit, il existe des produits qui sont rechargeables avec des cartouches rechargeables, mais ce n'est pas la majorité qui est utilisée aujourd'hui. Autre exemple qui était pris aussi hier, c'est le traitement des déchets médicaux, avec notamment l'exemple qui avait été pris hier par un praticien du CHU de Montréal, c'était les liquides biologiques, qui aujourd'hui est un véritable désastre en matière d'utilisation du plastique, avec des poches. Et donc un bilan carbone qui est désastreux, alors qu'il existe des alternatives. Il y a des entreprises qui proposent des produits qui font même moins cher que ce qui existe, mais on se heurte à une inertie administrative. Et puis sur le plan réglementaire aussi, notamment sur la question du réemploi, il ne faut pas oublier que, il faut toujours conserver le rapport bénéfice-risque, en tout cas c'est le cas en Europe, hein, et que du coup, aujourd'hui, il faut prouver finalement quand on va reconditionner un dispositif médical qui va conserver les mêmes propriétés, ça reste un frein.
Alors sur les leviers, en tout cas, nous, ce qu'on essaye d'impulser au niveau de la métropole stéphanoise, et en particulier en s'appuyant sur un acteur qui est Noveca, qui est une grappe d'entreprise, et qui l'an dernier a lancé un sondage en fait auprès de ses adhérents, majoritairement composé d'industriels, en leur demandant finalement c'est quoi votre axe prioritaire aujourd'hui en termes de stratégie, et ben, en premier est ressorti développement durable. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on nous a dit ça? Eh bien, Noveca va construire une stratégie territoriale de coopération, donc à l'échelle métropolitaine. L'échelle métropolitaine, elle semble intéressante parce que finalement, on n'est ni trop grand ni trop petit. On n'est pas une région, on n'est pas une commune, on est entre les deux, on se place sur un bassin de vie, un bassin industriel, et donc du coup, on a un écosystème qui est assez ramassé, mais qui est quand même aussi relativement dense. Et donc, au travers d'un certain nombre d'ateliers, de groupes de travail, les industriels ont fait émerger des axes sur lesquels ils vont travailler pour eh bien, construire en 2025 un cercle développement durable. Et donc, il y a différents leviers ou sous-leviers, pour le coup, qui vont pouvoir être activés. C'est d'abord mutualiser un certain nombre de ressources, travailler sur des formations, de l'accompagnement collectif, de l'individuel aussi, essayer de construire des plateformes d'information, des centres de ressources pour les entreprises, mais aussi pour les établissements de soins et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, créer de l'animation, de l'événement pour faire se rencontrer les gens, faire se brasser un petit peu les bonnes volontés. Essayer aussi, et ça c'est ambitieux, d'avoir un référentiel commun avec un certain nombre de critères. Ils ont été évoqués tout au long de la table ronde: analyse du cycle de vie du produit, bilan carbone, problématiques réglementaires, RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, et évaluer aussi ce référentiel commun, voir si finalement les objectifs sont atteints. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la démarche de Noveca, c'est que ce n'est pas une évaluation qui va être individuelle, c'est une évaluation qui va être collective. On va mesurer l'effort collectif et finalement l'effort de l'écosystème territorial pour aller vers plus on va dire, de vertu, en tout cas au niveau développement durable. Et puis, c'est un travail qui va passer aussi par une cartographie, l'identification des différentes catégories d'acteurs, les fabricants, les prestataires, les formateurs, les sous-traitants, les fournisseurs, les chercheurs, les acteurs du soin, et voir aussi aux intersections entre ces différents acteurs comment on va pouvoir agir, quels sont les leviers possibles aux interactions, aux frontières, aux interfaces, tout en conservant bien sûr une approche globale et systémique. Et pour terminer, ce travail-là va aussi s'appuyer sur des structures spécialisées en développement durable, le CIRID dont j'ai déjà parlé, et également un pôle qui est présent et qui a été créé à Saint-Étienne, qui est le pôle éco-conception. Voilà, donc rendez-vous en 2025 pour voir le lancement effectif de toute cette démarche. Merci beaucoup pour ces échanges vraiment riches. Donc, on arrive à la fin de notre table ronde. Le temps file rapidement. On peut retenir beaucoup de choses de ce que vous avez dit. Je pense qu'on va repartir la tête très pleine aujourd'hui. Je pense que ce qui est intéressant de revoir, c'est qu'on peut travailler même en amont même de la consommation des ressources humaines et matérielles dans le soin de santé, en repensant nos façons de faire, en parlant de culture notamment. On peut travailler aussi évidemment à la réduction à la source, on peut travailler sur les processus, on peut travailler sur la fin de vie. Et ce que je retiens en fait dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre les différents territoires, que ce soit en France aussi. Je pense qu'on a à peu près les mêmes enjeux avec un contexte un peu différent, mais finalement on se rejoint pas mal dans les freins et leviers que vous avez mentionnés. Et je pense que ce que je retiens aussi, c'est l'idée d'avoir à la fois des petits pas et à la fois des mesures structurantes, avec de la patience, comme le disait Bénédicte, et aussi de pensée systémique, de pensée globale, de sortir un petit peu le nez et de voir un peu plus de cette vision globale-là qui nous permet probablement de prendre des décisions qui sont plus porteuses que des décisions en silo. C'est un peu ce que je retiendrai de tous les échanges très riches que vous avez apportés. Donc, merci beaucoup. Donc, je remercie beaucoup Gaëlle Raboyau, responsable du programme Loupe Santé, Aubry Françon, chef de filière santé à Saint-Étienne Métropole, Bénédicte Leclerc-Jacques, conseillère en développement durable au ministère de la Santé et des Services sociaux, et Stéphanie Burel, urgentologue et présidente éco-comité des médecins dentistes et pharmaciens d'un hôpital qu'on nommera pas du Grand Montréal. Merci beaucoup.